Bonsoir. Voilà. Désolé. Alors, pour les mêmes raisons, on utilise le micro pour être sûr que les participants en ligne entendent bien. Et pour le temps de débat, on vous demandera du coup de bien être discipliné par rapport à l'usage du micro pour que les personnes en ligne entendent. Ravi de vous accueillir en présentiel et du coup, ben, ceux qui sont en ligne aussi, puisque donc les événements sont en mode hybride. C'est la troisième rencontre du cycle Défi Maroc, un cycle qui a été pensé et organisé avec la Covicoma et le pôle culturel de l'Institut Al Muwafaqa. Un cycle qui veut porter l'attention sur un certain nombre de défis ou de gros enjeux, de grands enjeux de la société marocaine. Et cette rencontre de ce soir s'inscrit dans la continuité de celle que nous avons organisée d'abord sur les questions environnementales avec Sanem Moussalim, ensuite sur la question et les enjeux autour de l'éducation avec Driss Frouz. Les vidéos de ces rencontres sont disponibles en ligne sur la chaîne YouTube de l'Institut. N'hésitez pas à vous inscrire sur la chaîne pour y avoir accès. La rencontre de ce jour est donc consacrée à la jeunesse et intitulée Jeunesse marocaine, facteur de radicalisation et imaginaire de la violence. Elle sera animée par Khalid Mouna. Nous avons le très grand plaisir d'accueillir, que je remercie pour sa présence et que je remercie aussi d'accepter de présenter avec nous les résultats d'une enquête de terrain, puisque la présentation de ce soir sera issue, basée sur une enquête de terrain qui a été menée dans plusieurs pays de la région, dont le Maroc, entre 2020 et 2023, pour essayer de comprendre et d'examiner, de décoder les facteurs de radicalisation et d'extrémisme violent chez les jeunes de 12 à 30 ans. Alors, avant de lui donner la parole pour le présenter en quelques mots, Khalid Mouna est enseignant-chercheur à l'université Moulay Ismail, à Meknès et au RSI à Rabat, mais aussi, j'ai envie de dire, aussi et surtout un acteur de terrain qui, par des podcasts, par des enquêtes, par un certain nombre de supports, examine les marges et sociologue spécialiste des dynamiques sociopolitiques, l'immigration, les mouvements sociaux, la culture, mais aussi un certain nombre de phénomènes sur lesquels peu de chercheurs se penchent, d'où la très grande importance de ces travaux. Cet exposé nous apportera donc des clés de compréhension pour comprendre les dynamiques qui traversent la jeunesse marocaine et nous aidera à décrypter cette réalité complexe de la radicalisation et ces phénomènes de basculement. En d'autres termes, comment se construit le rapport à la violence chez les jeunes Marocains aujourd'hui? Comme d'habitude, et bien sûr, un temps de débat sera prévu après, y compris avec les participants et participantes en ligne, et donc on pourra relayer les questions et les interactions qui se font en ligne. Khalid, merci encore. À vous la parole. Bon, merci Marine, je suis très heureux de revenir ici. C'est la deuxième fois après la Movida. Euh, c'est toujours un plaisir de parler de différents sujets. La dernière fois, c'était autour de l'immigration, qui est aussi un objet de recherche sur lequel je travaille. Et aujourd'hui, ce que je présente, c'est un projet de recherche européen. C'est dans le cadre des gros projets Horizon 2020, qui a été dirigé par l'IMED de Barcelone avec un certain nombre de partenaires, de Tunisie, de la Jordanie, l'Égypte, où ça a été extrêmement difficile en fait d'enquêter suite en fait à différentes menaces de l'équipe qui était en Égypte. Et la Jordanie, ça s'est bien passé. Et une comparaison entre deux types de radicalisme, celle de la région MENA et la région Balkan, de comparer un peu le rapport à la religion. C'est un projet qui a démarré en 2020, mais officiellement, on est 2020-2023, mais suite au Covid, on a eu un prolongement d'un an. Et du coup, le projet a fini officiellement en 2024 autour de la question de radicalisme violent, les facteurs de radicalisme violent. Ce que je présente aujourd'hui, c'est une enquête de terrain qui a duré 3 ans, mais je ne présente qu'une partie de ce terrain, parce que le terrain a duré 3 ans. Une partie a été avec des acteurs étatiques, c'est-à-dire des responsables des conseils des oulémas, euh, l'école d'Al Hadith Hassania avec les responsables, avec des profs de Dirasat al-Islamia, des études islamiques au sein des départements d'études islamiques à la fac avec Rabita Mohammedia aussi, et par la suite avec des associations qui s'intéressent à la question de violence. Et on a choisi pour cette enquête 4 régions.
la région de Passy-Prince parce que le projet réside et c'est là où il est logé, ce qui est normal. Mais la région du Nord, Angers, c'est pour un Fiocima, la région de l'Oriental. Et bon, j'ai expliqué en fait la raison pourquoi on a choisi ces régions-là et la région de Grand Casablanca aussi. Donc, grosso modo, quatre régions qui étaient définies par rapport à ça. Il y a deux approches. Il y a une approche, je dirais, macro, méso et micro. L'approche, aussi, on a travaillé avec des associations au niveau local, notamment avec les jeunes. C'est un travail, je déteste le terme de recherche-action. C'est pas un terme approprié, c'est pas forcément un terme qui est à utiliser. Mais on a beaucoup travaillé avec des jeunes sur des ateliers sur la notion de radicalisation et de la violence. Bon, on va en discuter par la suite. En fait, les deux notions en arabe qu'on va utiliser beaucoup, euh, en arabe, on dit ta'assub ou tashaddud, ou tatarruf ou tashaddud. Comment, en fait, ils sont perçus, ces deux notions, chez les jeunes, sont perçus d'une manière très différente. Mais avant de commencer, je vais juste définir un petit peu qu'est-ce qu'on veut dire par jeunesse. Pour un nombre de sociologues, la jeunesse est considérée comme une transition vers l'âge adulte. Une transition qui se décline tout d'abord à deux niveaux. Le passage à l'âge adulte passe d'abord par le travail, c'est comme ça qu'on le définit, et la fondation par la suite d'une famille propre. C'est comme ça, en fait, on définit la personne qui a passé à l'âge adulte. Cette catégorie ne peut être appréhendée comme une catégorie socialement homogène. Ce qu'on dit par jeune ou jeunesse n'est pas un groupe homogène, mais il est traversé par un certain nombre de contradictions. Il ne peut être perçu que dans la pluralité et la diversité qui la définit. Celle attachée au milieu social, culturel, territorial. C'est-à-dire, en fait, on peut retrouver chez les jeunes, quand on leur dit qu'est-ce que c'est jeune, ben, ils vont me dire, ben, j'ai 38 ans, je ne suis pas marié, et du coup, en fait, je suis encore jeune. Et on va passer à quelqu'un qui a 28 ans, 25 ans, qui est marié, qui a une responsabilité familiale, ben, il se considère plus jeune. C'est-à-dire, en fait, la jeunesse est liée plus à la manière de se projeter, de la même manière qu'on va trouver ce qu'on appelle aujourd'hui en français, ce terme, la troisième âge, c'est ça? Et du coup, en fait, on a 80 ans, ben, on ne se sent pas forcément vieux, quoi. Mais il n'y a pas exactement. Voilà. Bon, j'ai mon père qui a 91 ans, qui a décidé de rester jusqu'à 100 ans, quoi. C'est son gros délire. Pour cette raison, on dit que les jeunes représentent une catégorie sociale difficilement saisissable, car il n'est pas lié uniquement à la question d'âge biologique, mais plutôt à une construction sociale. Chaque société va construire une image spécifique en fait de sa propre jeunesse, qui varie selon les époques, les sociétés et les contextes. Pour rester fidèle à l'idée de Mannheim, dans son livre Problème de génération, que la jeunesse se définit d'abord par le partage d'expériences historiques. C'est ça qui va définir une génération et par rapport à sa propre jeunesse. Deux approches se dégagent dans l'analyse de radicalisation en lien avec les jeunes. Une approche théorique issue de la littérature et une approche plutôt empirique. Toutes deux soulèvent des questions communes. C'est comment saisir les dynamiques de radicalisation à l'adolescence ou chez les adolescents. En quoi l'engagement dans une utopie djihadiste peut-elle constituer une forme de réponse à des attentes socialement construites ou existentielles, c'est chez la jeunesse en fait, qui est à la recherche d'une réponse de soi. Je ne comprenais pas, en fait, c'est-à-dire à partir de quand je commençais ce travail de terrain, mon fils avait 11 ans, aujourd'hui il a 15 ans. Je peux comprendre parfaitement bien aujourd'hui, j'ai un espèce de nid à la maison que je fais sa connaissance chaque jour parce que il peut changer. Je ne sais pas si j'ai vécu ça parce que je viens d'une grande famille de 11 personnes. Je ne pense pas qu'on a vécu la même chose, mais voilà, il y a quelque chose de cette recherche de soi qui existe, qui est assez intéressante. Enfin, tous ces travaux, ils vont poser la même question, quels sont les processus qui permettent d'interpréter et de comprendre les recompositions, ce qu'on va appeler aujourd'hui par les conduites à risque. C'est-à-dire, en fait, la radicalisation est une conduite à risque, en fait, chez les jeunes, de la même manière que, par exemple, consommer de l'alcool, fumer de drogue, même si en fait je ne fais pas de différence entre les deux. L'un et l'autre, c'est aussi une manière de détourner en fait la conscience. Et, euh,
Et c'est ce qu'on appelle en fait les conduites à risque. Est-ce qu'on peut considérer les radicalisations comme une conduite aussi à risque de ces jeunes-là? Et du coup, on est loin d'un enfermement autour de religieux, mais plus en fait par rapport à un comportement. Bien que le Maroc ait mis en place ces dernières années une politique religieuse visant à promouvoir un islam ouvert, tolérant, il se heurte encore à un obstacle majeur, celui de la définition de l'extrémisme et du radicalisme. En fait, on utilise les deux termes pour les définir l'un de l'autre. Ils ne sont pas synonymes. Nous écartons ici le terme de radicalisme qui, selon nous, est pollué par une forte politisation par les acteurs politiques et s'altère de tout sens, en fait. De plus, le terme tend à s'imposer comme une catégorie administrative, c'est-à-dire que ce sont les États et les politiciens et les politiques publiques qui définissent en fait la question de ce qui est radical et ce qui ne l'est pas. La radicalité n'est pas un concept intrinsèque, mais relationnel et reflète différentes logiques sociales et met en lumière les tensions à l'œuvre au sein d'une société. Pourquoi on devient radical? On est radical par rapport à qui et par rapport à quoi? C'est la première des questions. Nous considérons également que la distinction entre le radicalisme et l'extrémisme est difficile à maintenir, dans la mesure où le radicalisme va comporter une certaine forme d'extrémisme, de la même manière que l'extrémisme veut porter en lui une forme de radicalisme. C'est-à-dire, en fait, chez les jeunes, on va trouver cette distinction qu'ils vont faire entre Tachaddoud ou Tatarruf. Et quand on leur pose la question, c'est quoi la différence? Ils vont dire, en fait, Tachaddoud, c'est l'extrémisme, c'est vers soi. C'est-à-dire, en fait, on s'enferme soi-même autour d'une pensée religieuse et des pratiques et une manière de voir le monde. Et le radicalisme, c'est quand cette violence envers soi va sortir envers les autres. Et du coup, il va interroger les formes de différence qui existent. En fait, c'est le refus de la différence, en fait. Parce qu'on c'est ce qu'on va voir d'ailleurs dans l'enquête, c'est que moi, je suis musulman, par exemple, on prend ici la catégorie de radicalisme religieux, je suis musulman et du coup, l'islam, c'est la seule religion innée, vraie, et que les autres religions, même si je les reconnais, par exemple, le christianisme, le judaïsme, ils ont été malmenés, et l'islam est venu, en fait, les corriger. Ces gens-là, ils ne veulent pas entrer dans le droit chemin. Et c'est un regard qu'on peut, une fois on déplace la population, on va trouver la même. En fait, c'est juste en fait le discours, il va voyager. C'est le même qu'on va trouver en fait. C'est comment en fait on se perçoit l'un les autres en fait. Et dès lors, le radicalisme viole ou plutôt en fait interroge plusieurs défis. D'une part, la difficulté de proposer une définition très claire encore aujourd'hui, je peux vous dire, après 4 ans de travail, moi j'étais le coordinateur de l'équipe, de doctorants qui travaillent sur le sujet, une grosse équipe des enseignants et tout, on fait des réunions, je suis incapable de vous dire qu'est-ce que c'est le radicalisme, pour dire la vérité. C'est pas, j'ai aucune prétention. Mais on va utiliser en fait la radicalité, la radicalité comme processus en fait d'intériorisation. On n'est pas des radicaux, mais on le devient. Et ce processus-là, en fait, pour moi, parce que quand j'ai travaillé sur la commercialisation et la circulation de drogue, de cannabis dans un premier temps, par la suite, en fait, j'ai commencé à travailler sur la consommation de l'héroïne dans le nord du Maroc. Et je suis parti de même principe. En fait, on ne devient pas junkie, on ne devient pas trafiquant de drogue, mais on ne n'est pas, mais on le devient. Et du coup, c'est un certain nombre de contextes qui nous ramènent, c'est-à-dire, en fait, c'est ce qu'on va appeler en sociologie les trajectoires. C'est ces trajectoires qui vont nous intéresser. Comment on partir de A à B. Comment, par exemple, moi j'en ai connu quelques-uns, en fait, des jeunes dans le nord du Maroc, parce que moi je suis originaire de Tétouan. Et en 2011, en fait, j'allais voir mon père et à chaque fois que j'étais en famille, il me disait, ouais, c'est le fils de machin, oui, il est parti. On ira en série, etc. C'était comme si on parlait d'un départ à Casa ou à Marrakech, je sais pas. Et tout le monde, les autorités savaient que X ou Y était parti en fait en série, etc. Mais personne n'en parlait. Parce que, vraiment, c'était une manière aussi de s'infiltrer dans un conflit, d'avoir des acteurs locaux dans ce conflit. Et voilà, tous les États permettaient le départ de leurs propres djihadistes. C'est ce que la France a fait, la Belgique a fait, etc. Parce que c'était le seul moyen de s'introduire dans ce conflit où on devient concerné par la suite. On savait que ça va nous ramener à un moment donné vers quelque chose. Et du coup, en fait, la multiplicité des angles d'analyse qui ne permet pas, en fait, de comprendre qu'est-ce que c'est, de définir la radicalisation, parce qu'en fait, il faut comprendre d'abord le radicaliser avant de définir la radicalisation.
Enfin, la diversité des déterminants du phénomène elle-même par rapport au contexte social. C'est-à-dire, en fait, vous prenez la région du Nord, vous allez me dire, c'est ce qu'on va voir, c'est la troisième région la plus riche du Maroc et la première région en termes de départ des djihadistes. C'est-à-dire, en fait, les facteurs économiques n'expliquent rien. En fait, euh, à eux seuls. Et l'idée, en fait, principale, c'est de croiser différents facteurs pour comprendre, en fait, comment on devient radicalisé. Alors, la radicalité, le terme de radicalité apparaît ainsi comme un concept qui est plus complexe à définir, car il relève davantage d'une lecture politique, une forme de classification administrative. Les tentatives qui ont cherché à proposer une définition précise ont été forcément marquées par des enjeux idéologiques et médiatiques, notamment depuis les attentats de 2001 aux États-Unis, et en passant par les différents attentats. Et du coup, chaque pays qui a subi ses propres attentats définit en fait ses propres radicalités. Là, et là, ses propres acteurs de radicalisation, c'est elle qui leur donne en fait une définition. C'est-à-dire en fait, radicaliser au Maroc n'a pas le même sens en fait de radicaliser en France ou en Belgique ou ailleurs. Ces définitions varient en fonction des déterminants contextuels propres à chaque étude, c'est-à-dire la démarche qui va nous ramener en fait à étudier ce phénomène-là, ainsi que leur articulation avec d'autres notions, comme celle de la violence. Et c'est là où en fait où nous était intéressés. C'est-à-dire en fait pour comprendre la radicalisation, il faut s'intéresser d'abord à la violence. Parce que si on considère que la radicalisation est une forme de violence envers la société, ben, il faut d'abord s'interroger sur comment émerge la dynamique violente au sein d'une société. Quelles sont les institutions responsables de ces violences? Est-ce que l'école marocaine, en tout cas l'école dans laquelle moi j'ai grandi, j'ai été scolarisé, était extrêmement violente? Est-ce que cette école continue à être violente? Est-ce que la famille est violente? Est-ce que l'institution religieuse est violente? La mosquée, par exemple. Est-ce que, quand je dis violente, pas uniquement par le discours, mais aussi par les pratiques, c'est-à-dire en fait la mosquée comme un lieu de socialisation. Je me souviens encore aujourd'hui, quand on allait jouer dans la mosquée, les vieux nous chassaient de la mosquée, en fait, d'une manière très violente. Or, en fait, c'était un lieu de socialisation. On aimait prier comme les grands. Sauf qu'en fait, eux, ils ne comprenaient pas ça sur le plan sociologique. Ils ne comprenaient pas que cet espace pour nous, de rentrer au sein d'une mosquée, c'est une manière de se socialiser avec cet espace, et qui est pour nous un espace de jeu et d'imitation. On fait comme eux. Sauf que eux, quand ils baissent leur tête, ben nous, on joue. Parce qu'ils ne regardent pas. Et du coup, c'est un jeu d'adulte avec les enfants, en fait. Sauf que dans leur perception, ils n'ont pas cette entrée sociologique pour comprendre, en fait, qu'est-ce que c'est un lieu de socialisation. Et du coup, la mosquée se transforme en un lieu de violence où les vieux chassent les petits de la mosquée parce qu'on ne le laisse pas se concentrer lors de leur prière, en fait. Ce qui fait que la question est beaucoup plus importante, où on peut considérer que le phénomène de radicalisation comprend un processus qui se construit dans l'interaction multiple avec des facteurs aussi multiples, d'abord au niveau individuel, c'est-à-dire moi, je me projette au sein de la société, puis à travers les discours mobilisés autour des individus du groupe. Je me souviens d'une des personnes très connues au Maroc qui affiche son prénom, c'est un ami qui a passé par la case prison, djihad, machin et tout, où il disait, quand je suis parti à l'âge de 10 ans en Afghanistan, où je suis revenu dans mon quartier, mon école, j'ai été accueilli comme un héros. L'école est arrêtée le jour de mon retour pour m'accueillir, y compris le directeur de l'école. 20 ans après, on m'a mis en prison pour acte de terrorisme. C'est les mêmes personnes, voilà, qui m'encourageaient en fait dans mon acte, c'est eux-mêmes qui m'ont ramené en prison par la suite. C'est pour ça, bon, c'est des nouveaux objets sur lesquels je travaille, c'est la déviance et la norme. Et en essayant de montrer comment la norme circule à l'intérieur de la déviance, de la même manière que la déviance circule à l'intérieur de l'homme. Pour dire juste, en fait, il n'y a pas ceux qui transgressent les normes, mais ceux qui les protègent. Que tout le monde transgresse et en même temps, tout le monde protège la norme. On est dans un jeu je dirais, en fait, de jeu et réseau. En fait, ça dépend dans quel réseau vous situez votre jeu, en fait, de normes et de transgression. Il convient enfin de rappeler que l'émergence de la violence et l'extrémisme violent dans le contexte marocain n'est pas nouvelle. On a connu en fait les actes politiques des années 60-75 avec Mjelloun, le grand militant socialiste, etc., qui a été tué par un des acteurs de frères musulmans, etc. C'est-à-dire, en fait, on n'est pas face à un phénomène nouveau. On est face à un phénomène qui va s'accentuer, qui va se structurer à partir des années 2000.
mais ça existait en fait dans le passé. C'est ce qu'on appelait à l'époque, l'État luttait contre ce qu'il appelait l'extrémisme, l'islamisme violent. Parce qu'on ne parlait pas à l'époque de radicalisme, on parlait de l'islamisme violent qui était perçu comme voilà, qui était perçu par les Marocains comme une lutte contre l'islam. En fait, on ne distinguait pas entre les deux. En fait, quand l'État luttait contre l'islamisme violent, c'est lutter contre l'islam. À l'époque, je me souviens, j'étais petit, on disait on ne laissait pas les musulmans rentrer dans. C'est comme ça, en fait, où la population considérait, en fait, ce terme de. Alors, c'est un travail un peu, pour parler un petit peu de contexte général, euh, qui adopte une approche, comme je dis, micro-individuelle, en continuité avec nos travaux. L'objectif, c'est de comprendre comment les jeunes perçoivent et interprètent l'extrémisme violent selon leur contexte et leur territoire et leur réseau social. L'extrémisme violent au Maroc est un phénomène multidimensionnel influencé par des facteurs à la fois sociaux, économiques, culturels, politiques, etc. La méthodologie de recherche, l'enquête a comme objectif de comprendre, quand je dis en fait, comment les jeunes interprètent l'extrémisme violent selon leur contexte territorial social et saisir l'extrémisme violent au Maroc comme un phénomène multidimensionnel. L'enquête se traduit à travers une méthode quantitative et qualitative aussi, les pratiques et les expériences des jeunes. L'idée, c'est de questionner ces jeunes par rapport à leur lien avec la violence, s'ils l'ont vécu, s'ils l'ont pratiqué, et d'une manière à saisir l'évolution de cette violence au sein de la société, comment eux-mêmes ils se projettent sur cette violence. Ce qu'on appelait en fait une violence pluridimensionnelle. Et il peut être subi au sein de l'école, transporté par la suite dans la rue, de la rue, en fait, il va à la famille, etc. En fait. Et la violence, pas que physique, en fait, aussi la violence dans sa portée symbolique, vécue parfois par les formes des inégalités sociales. Et on a vu tous, en fait, je sais pas, ceux qui ont vécu au Maroc il y a plus de 10 ans, on avait un phénomène qu'on appelait tcharmit. En fait, ce sont des jeunes qui sortaient un peu agresser les gens dans la rue, on leur prenait leurs biens et on affichait ces biens volés au sein des réseaux sociaux. Et c'était des instructions à haut niveau en fait, du royaume par le roi en personne de faire face en fait à ce phénomène-là et qui était devenu en fait un phénomène qui inquiéter les Marocains en termes de sentiment d'insécurité. Vous savez, en fait, il y a une différence entre sentiment d'insécurité et l'insécurité. Le sentiment d'insécurité ne reflète pas l'insécurité réelle. C'est-à-dire, en fait, il suffit de voir trois, quatre vidéos, en fait, d'agression dans la ville où vous vivez, par exemple à Rabat, où vous décidez de ne plus sortir le soir parce que vous sentez dans l'insécurité. Or, statistiquement parlant, Rabat, c'est la ville la plus insignifiante en termes de violence qui existe au sein de territoire. Mais c'est le sentiment d'insécurité, en fait, qu'on va recevoir et qui va interpréter notre manière de percevoir, en fait, ces phénomènes. Alors, je vais d'abord, en fait, nous avons, comme j'ai dit tout à l'heure, quatre régions. Les régions sont choisies en fait d'une manière purement économique, c'est-à-dire en fait avec une participation de 45% des femmes et 54,8 d'hommes âgés entre 15 et 38 ans. Alors, la région de Tanger, c'est pour Al-Hoceima parce qu'en fait, il se caractérise par une dynamique d'attraction et une forte migration interne, notamment dans la ville de Tanger notamment venant du Gharb, peut-être la région de Knetra, qui pose en fait un sérieux problème. Donc, c'est une petite parenthèse, c'est qu'aujourd'hui, Knetra, la région de Rabat, ça se développe économiquement très vite, mais qu'en fait, c'est une région qui souffre énormément de pénurie en fait de main-d'œuvre. Parce que la plupart de la main-d'œuvre partait en fait à Tanger, travailler, qui pour une partie de cette population est considérée comme une étape de transit, de travailler, de s'installer en attendant en fait de partir de l'autre côté. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, la région souffre en fait de main-d'œuvre. Il n'y a plus de personnes en fait pour recruter. Il y a de gros projets, mais on n'a pas en fait de personnes, notamment dans le secteur agricole. Il y a aussi une forte migration subsaharienne internationale, une migration européenne. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est que c'est une région qui s'inscrit dans un fort développement économique. C'est la troisième région en termes de participation au BIP en fait, national, avec 13,5%.
En fait, Casa capitalise autour de 35%, Rabat, Salé, c'est 18%, et Tanger, c'est Ouane Hoceima, c'est la troisième région. C'est-à-dire, en fait, en termes de développement économique, d'infrastructures, etc., c'est une région qui a connu une explosion. Moi, je dis encore une fois, moi, je suis de la région. Pour vous dire, en fait, parfois, je ne reconnais plus ma région, parce que je n'habite pas là-bas, j'habite à Ifrane. Et quand je vais dans le nord, je travaille essentiellement dans le nord, c'est mon terrain, c'est là où je fais tout. Je ne reconnais plus la région. À chaque fois, en fait, c'est très vite. Et pourtant, nous avons la région qui émule, en fait, qui réinvente le nombre le plus important de radicalisme religieux. Et c'est le foyer même, par exemple, de l'islam politique, comme c'est le cas de la Hadwa notamment à Tanger. Et troisième facteur aussi, c'est une des régions la plus importante en termes de présence chiite au Maroc, dont le foyer principal est Tanger. Et en fait, quand vous donnez tous ces données-là, vous dites, c'est un problème, quoi. Comment une ville, en fait, qui capitalise autant de développement économique, il y a une concentration, il y a le roi quand même qui passe ses vacances, il y a une région qui a une vision royale, etc. Mais malgré ça, il va émerger en fait des quartiers. En fait, il faut savoir que par exemple à Tétouan, il y a des quartiers qui s'appellent le quartier de Daesh. Et tout le monde le sait, tout le monde le connaît en fait. On passe dit, bon, c'est le quartier de Daesh. C'est, voilà, c'est effectivement, quand on rentre, il y a des codes, il y a un certain nombre, en fait, tout le monde le sait. Et c'est pas n'importe quel quartier, c'est un des meilleurs quartiers de Tétouan, en fait, parce qu'il est sur la colline. En fait, parce que Tétouan, sous de là où je viens, est super intéressant. La meilleure partie de la ville est occupée par les pauvres. Les riches, ils sont plus, en fait, à côté de la mer et les zones les plus magnifiques en termes de paysage sont occupées par les pauvres, suite à l'exode rural. Il y a une inversion en fait qui fait qu'aujourd'hui on ne peut rien faire. Alors, deuxième région, en fait, c'est Fas Meknès. Bon, Fas Meknès, c'est une région avec un taux de chômage très élevé. On est autour de, en 2021, on est autour de 13,5%. La région est également touchée par la radicalité des jeunes. Nous avons constaté qu'un ensemble des jeunes des quartiers marginalisés se sont partis en fait rejoindre Daesh, notamment venant des quartiers périphériques de Fès, essentiellement, et par la suite Meknès. Et il y a trois villes en fait qui sont importantes en fait à notre sens. Meknès, là où on a travaillé, c'était Meknès, là c'est le Hajib, sont des villes qui contiennent des catégories sociales très différentes parce qu'il faut savoir que le Hajib, c'est une ancienne caserne militaire et c'est une des zones la plus importantes en termes de tourisme, de, de prostitution pour les jeunes. Et il y a quelques décennies, en fait, on a retiré parce que bon, c'est un peu normal, en fait. Le colonialisme, quand il rentre, il ramène aussi des casernes militaires avec lui. Les casernes, en fait, quand on a, ben, ça introduit aussi. Je vais vite. OK. En ligne en Le espagnol. Et pauvre. pour le pauvre traducteur, Disculpa, je pense qu'il faut ralentir le rythme. OK. OK. Et du coup, c'est une, je dirais, c'est une ville, en fait, la région de Moyen Atlas, Khnefra, Al-Hajib, toute cette partie-là, a pendant très longtemps constitué en fait la base de la prostitution la moins chère en fait du Maroc. La, je dirais les jeunes, pas de ma génération, celle d'avant, allaient en fait découvrir la sexualité dans cette région. C'était pas cher, c'était même organisé par des familles, etc. Et c'est une des régions les plus pauvres aussi du Maroc. Pas d'emploi, pas d'usine, pas de rien du tout. Ça. En fait, il n'y a que l'immigration interne qui permet en fait une certaine activité économique. Et qu'aujourd'hui, encore, la situation n'a pas changé. C'est-à-dire, en fait, c'est avec un taux de chômage le plus élevé en fait, qui peut exister au niveau de la région. Les espaces sélectionnés pour la conduite de l'enquête dans cette région sont d'abord, on a travaillé dans les établissements scolaires, les maisons des jeunes, les établissements de formation professionnelle, les institutions de formation, en artisanat et des espaces associatifs et culturels des jeunes. En fait, on a ciblé des structures où il y a déjà des jeunes, parce que l'idée par la suite, c'est de faire des ateliers, parce qu'on a développé une méthodologie de travail avec les jeunes, autour de détecter le discours violent radical. Et c'était des ateliers qu'on avait développés lors du projet qui permet en fait à tout le monde de se mettre en fait dans une activité d'acteur de prévention du radicalisme. Alors, la région de Casa et de Rabat en même temps, parce qu'on les a regroupés ensemble, on ne pas faire autour de nous, bah c'est là où il y a une concentration de population la plus importante.
avec des dynamiques économiques extrêmement importantes. Euh, ou aussi, c'est des régions qui contiennent les plus d'établissements privés d'enseignement, mais aussi publics, avec des centres de formation qualifiants, aussi importants, qui nous a permis un peu de relier, de passer à une échelle un peu plus grande, en fait, par rapport à la région. Même si, en fait, juste une information importante, c'est que la région de Fas-Meknès, même si c'est une région pauvre par rapport à sa participation dans le PIB national, mais ça reste quand même une région qui est extrêmement importante en termes de formation universitaire. C'est la seule région du Maroc qui a 5 établissements universitaires au niveau du Maroc. En fait, il y en a 3 privés et 2 publics. L'université publique de Fès, celle de Meknès, plus Akhawaï, plus l'université méditerranéenne, plus l'université privée. C'est-à-dire, en fait, en termes de formation, c'est une grande région en termes de formation, mais en fait, en grave perdition. C'est-à-dire, en fait, moi, je suis prof à Meknès, nous, on forme, mais pour garder personne. En fait, on forme pour qu'ils partent. Alors, c'est ça, en fait, notre travail. On forme des jeunes, mais qui partent après. On forme des ingénieurs, on forme des jeunes en littérature, en sociologie, des grandes écoles et tout, mais personne ne reste. Tout le monde part parce qu'il n'y a pas des opportunités, en fait, de travail dans cette région. Voilà, pour nous, ça a été un peu important de le voir de ce point de vue. Alors, concernant, après, on passe aux données. Concernant la catégorie des jeunes qui ont participé dans cette enquête, nous avons sélectionné les jeunes acteurs dans le secteur, le domaine associatif, comme par exemple les encadrants culturels, les moniteurs des séances de formation artistique, les acteurs aussi. On a travaillé pas mal avec, notamment dans le Nord, on a travaillé avec les ultra sportifs. Et ça a été le plus gros choc, en fait, quand on a appris, par exemple, Tétouan nous a beaucoup intéressé parce que c'est là-bas où il y avait le plus grand départ, et notamment, en fait, des partisans des ultras de Maghreb de Tétouan. En fait, que ce soit, parce qu'il y en a deux, une qui s'appelle Matadores et l'autre qui s'appelle Siempre Palom. Et les deux, ils ont connu un départ énorme des jeunes vers la série et, et ils ont joué un rôle extrêmement important pour freiner ce départ. C'est jeunes. En fait, on apprend comment les autorités négocient avec eux, etc. On essaie parfois de filtrer quelques informations. On fait un rôle de frein, de sensibilisation auprès des jeunes et tout. Et sincèrement, pour moi, les ultras, c'était le foot, quoi. C'était la première chose quand on commence l'enquête et tout. La phase la plus compliquée, en fait, de ce travail de terrain, c'était pas l'enquête lui-même, mais c'est plus, en fait, la rencontre avec les acteurs. Parce qu'entre-temps, on a travaillé avec quelques djihadistes de retour, les doctorants, en fait, ils ont travaillé avec quelques djihadistes de retour de la série et tout, qui sont en général, pas dire en général tous, pour être un peu plus clair, interdits de parler soit aux journalistes, soit avec les chercheurs. Et sachant qu'en fait, là, je vous parle d'un projet qui est signé par un établissement public dans le cadre d'un projet européen. En fait, on ne le fait pas au titre individuel. Malgré ça, on a trouvé un certain nombre de difficultés. Un peu, voilà, mais on a réussi à la fin à trouver des contacts, à faire nos entretiens, etc. Mais qui sont plus repartis plutôt de la partie de la recherche en thèse des deux doctorantes chargées de ce parti. Alors, ce sont plusieurs facteurs qui vont être étudiés en fait dans ce sens-là. On va d'abord commencer avec l'axe de la religion et l'influence communautaire. Comment, en fait, ces deux facteurs, ils vont orienter le discours radical des jeunes autour de la religion. La religion apparaît davantage comme un marqueur d'appartenance communautaire, c'est-à-dire, en fait, les jeunes, quand ils parlent, ils se définissent d'abord comme étant musulmans. Il y en a très peu, en fait. Il y a récemment, je vous dis ça parce que c'est important, récemment, je reçois un dossier d'une université américaine, des chercheurs qui veulent travailler une étude comparative entre le Maroc et sur la participation politique entre le Maroc et la Turquie. Et voilà, moi, juste en tant que prof et expert international sur la thématique, même si on m'a donné cette étiquette, je dois valider ce document, le questionnaire de point de vue éthique. Et parmi les questions qui existaient, en fait, en contact, cher professeur, on aimerait bien que vous validez ce questionnaire et tout. La première question, une des questions qui existait dans le questionnaire, c'était est-ce que vous êtes athée? Et là, je m'arrête, en fait, je dis, mais ça,
la pure insulte qu'on peut poser à un Marocain. Même quand il est athée, il le dit pas, quoi. Il ne peut pas être athée, quoi. C'est vraiment, en fait, et ça m'a rappelé, en fait, une rencontre. On enseignait, en fait, on avait un master entre Venise et Meknès et Montpellier. C'est un master, en fait, autour de la Méditerranée circulaire. Et un jour, on a un groupe d'étudiants d'Italie, on fait une rencontre avec des jeunes de master des religions comparées de la fac de, de Fès. Et du coup, les jeunes Marocains posaient la question aux jeunes Européens, c'était des Italiens, des Espagnols, des Français, c'est quoi votre religion? En fait, les Marocains s'attendaient, juifs, chrétiens et tout, sauf que la majorité, ils ont dit, on est athée. Et ça a mis une ambiance de ouf. En fait, les Marocains, ils étaient complètement bloqués. Parce qu'en fait, ils avaient des réponses si vous êtes chrétien ou juif, pour vous dire, en fait, votre religion, c'est sympa, mais franchement, là, vous êtes complètement là, athée, ça devient compliqué, quoi. Et c'est pas possible, vous pouvez pas ne croire à rien. Vous devez croire à quelque chose, quoi. Et ça a été, en fait, une expérience magnifique, en fait, chez les Marocains. C'est-à-dire, en fait, vous pouvez, et tout, même vous priez pour une vache, c'est pas un problème. Mais athée, ça marche pas. Alors, c'est vraiment une insulte à l'existence elle-même. Et du coup, ça a été une expérience assez intéressante d'expliquer en fait à l'étudiant qui me posait, je finis un peu parce que cette histoire, elle est extrêmement significative parce que les étudiants italiens, ils vont poser aussi de leur part la question aux Marocains en leur disant, vous faites des religions comparées. Combien de langues vous parlez? Et il s'avère que les Marocains ne parlaient que l'arabe. Ils disaient, mais comment vous faites la religion comparée en parlant que l'arabe? Et là, ils sont venus, bah, il y a un problème, quoi, où ils font de la religion comparée sans parler aucune d'autre langue à part l'arabe. Je dis, bah non, mais en fait, la religion comparée, vous n'avez pas compris, c'est le Coran, il y a tout dedans, quoi. Ils n'ont pas besoin de. Voilà, le Coran, il a, dans certains versets, il a dit ça et c'est réglé, quoi. Et du coup, c'est un dialogue entre soi. Hein, on n'a pas besoin de l'autre. Le livre lui-même, c'est un dialogue entre soi, en fait. Il n'y a pas d'altérité dans le dialogue. C'est-à-dire, l'autre est une narration historique. Il n'est pas réel, euh, physique, en fait, contemporain. Il est historique. Vos grands-parents et vos ancêtres ont fait ça, et du coup, en fait, vous devez leur ressembler, quoi. Vous devez s'inscrire, en fait, dans cette continuité de narration et de discours. Et du coup, c'est comme ça, en fait, où la comparaison va rentrer. Alors, 97,2 des jeunes se considèrent comme étant musulmans, 58 déclarent ne jamais prier ou prier parfois. Quand ils disent parfois, c'est essentiellement pendant le ramadan. En fait, pour eux, c'est impossible de ne prier, ce qui explique en fait des mosquées extrêmement bondées pendant le ramadan, parce que c'est hyper important. Pour eux, en fait, le jeûne ne peut être considéré par Dieu que s'il est accompagné par une sorte de purification qui est la prière. Sachant que la prière, il va jouer un rôle extrêmement important aussi en général pour ces jeunes, notamment le vendredi, où la prière par la communauté musulmane plus, euh, même si en fait je fais des expériences DNS et tout dans la formation, mais l'expérience musulmane reste pour moi beaucoup plus significative parce que ça me parle en termes de code. La prière de vendredi chez les musulmans, c'est une rencontre de soi avec soi. C'est le jour de vendredi où la communauté donne rendez-vous à elle-même d'exister en tant que communauté. Et en fait, c'est de la même manière que le ramadan. Et, c'est le moment en fait, où la communauté se retrouve et se donne la même référence elle-même. Pour ça, le rejet de ceux qui ne jeûnent pas, c'est pas parce qu'ils ne jeûnent pas. C'est une sortie, en fait, d'un consensus temporaire. C'est pas un consensus qui est dur, en fait. Parce que c'est déjà une discontinuité qui commence le premier jour du Ramadan et qui finit le dernier jour du Ramadan. Parce qu'on n'est jamais d'accord sur ça commence quand et on n'est jamais d'accord sur ça finit quand. Par contre, une fois au milieu, ben, on est tous musulmans à ce moment-là, on jeûne tous, en fait jusqu'au le jour de 26, en fait, Laylat al-Qadr. Là, c'est comme si notre histoire, en fait, de différence et de réconciliation se vit, en fait, pendant le mois de Ramadan. C'est un peu comme les élections chez les Américains, où, en fait, les Américains vivent avec la violence qui accompagne les élections, la naissance de l'État d'Amérique. Cette guerre de sécession entre le Sud, le Nord, avec toute la violence que ça implique. On voit, en fait, les États-Unis, quand on voit les élections, désolé pour la comparaison, mais c'est comme si on est dans un pays en fait d'Afrique de chez nous qui n'ont jamais, voilà, c'est des armes, des attaques, etc. C'est l'histoire de l'Amérique en fait, qui se revit pendant
bah, les musulmans, on va vivre en fait cette communion collective une fois tous les vendredis. En fait, on se donne à se voir en fait. On voit la circulation des musulmans avec le tapis de prière, etc. Pour les fonctionnaires déserts de l'administration, parce qu'ils deviennent plus des croyants et des pratiquants. Il n'y a plus personne dans l'administration publique. Et du coup, en fait, comment on va jouer avec cette forme de régulation qui se fait à l'intérieur de la semaine? Alors, 71 des jeunes déclarent célébrer régulièrement les fêtes religieuses, à savoir en fait trois. En fait, c'est la fête El la fête Esrē et la fête de Moulid. Parce que le Moulid chez les Marocains, c'est extrêmement important. Moi, j'en ai visité pas mal de pays arabes et le Moulid au Maroc est spécial, en fait, qui, je pense, en fait, il a aussi une référence chiite. Parce que l'islam marocain, c'est un islam chiite à la base, en fait, avant de devenir en fait un islam sunnite. Alors, nous avons observé que le rapport des jeunes à l'islam est souvent lié à une conception originelle, renvoyant à Al-Fitra, selon laquelle l'islam serait la religion naturelle de tout le monde. On est musulman. Et à partir de là, en fait, c'est chaque individu en fait né à partir de ça. C'est ses parents qui vont lui orienter en fait ou lui ont donné l'étiquette religion. Dans cette perspective, le rejet de l'altérité religieuse ne se confond pas nécessairement sur des actions violentes, mais plutôt sur la conviction que l'islam constitue la seule religion légitime et sur laquelle on va faire référence. Les autres étant perçus comme erronés et déviants. C'est en fait ce qui nous intéressait en fait dans ça, c'est que le rejet de l'autre, pour eux, ne relève pas de la violence. Relève juste en fait que le texte sacré, ben, il dit que l'islam c'est la seule et unique religion et du coup en fait il y a une légitimation en fait de ce refus de l'autre à travers le texte sacré. Voilà, c'est comme ça et pas autrement, on discute. Alors là, par la suite en fait, on va passer à la question de la privation économique où c'est plutôt la question de la perception qui devient extrêmement importante. C'est-à-dire, en fait, la, comment les jeunes se perçoivent à l'intérieur de leur classe sociale et comment leur appartenance évolue et comment il est ressenti aussi. C'est-à-dire, en fait, ils se considèrent, cette observation se traduit par le fait que 61% de ces jeunes considèrent comme appartenant à la classe moyenne, 29,7 à la classe modeste et 6,5 à la classe supérieure. En fait, quand on dit la classe moyenne, ça veut dire pas réellement qu'ils appartiennent à la classe moyenne, mais comment ils se projettent en fait. Je pense que c'était une des questions la plus sensible parce que très peu de jeunes veulent reconnaître qu'il appartient à des classes défavorisées. Il y a une sorte de résistance. Voilà, c'est une question qui est extrêmement difficile. Il y a deux questions difficiles à poser lors des enquêtes pour les Marocains. C'est combien, c'est quoi votre salaire? Alors là, ça passe pas du tout. En fait, c'est une question qu'on va toujours laisser vers la fin parce que les gens n'aiment pas. En fait, quand ils gagnent un salaire qu'ils considèrent un peu attirer la convoitise, etc. Là, ils disent pas. Et du coup, c'est des questions qu'on va toujours laisser vers la fin. Euh, sont, 64 sont perçus comme une classe moyenne et 24 comme modeste. C'est-à-dire, en fait, on va voir un peu l'évolution de cette perception. Mais ce qui nous intéresse, c'est la stratification professionnelle qui est relative en fait à cette appartenance. Et c'est elle qui va jouer un rôle extrêmement important. La plupart de ces jeunes considèrent en fait que les enjeux de carrière pour eux qui leur permettent de changer de position sociale et tout, ils sont limités et qu'il n'y a quasiment pas, en fait, pas d'avenir. Quand vous faites un métier, ben, vous êtes assigné, en fait, à ce métier-là avec toutes les conditions de précarité qui lui sont associées et qu'il n'y a pas moyen de passer de l'un à l'autre. Et c'est considéré comme une sorte de violence, en fait, de classe, extrêmement importante par rapport à leur perception dans l'avenir. En fait. Ils ne se voient pas, en fait, se projeter dans l'avenir la perception de comment on fait ce qu'on appelle la privation économique. Il y a un terme que les Marocains ont utilisé tout le coup, c'est le terme pas fakir, pauvre, mais derwiche, qui vient de derwiche en fait. C'est au sens en fait celui qui, qui n'a pas en fait, il est dans une sorte de
La 16, voilà, exactement. Mais en fait, forcé. C'est-à-dire, il n'a pas choisi. C'est lui-même, il a été en fait forcé de faire ça. Alors, cette perception en fait s'inscrit dans des positions de classe marquées par la précarité. Les jeunes enquêtés n'expriment qu'une satisfaction professionnelle relative. Leur emploi perçu comme transitoire, c'est-à-dire en fait, il n'y a aucun d'entre eux qui va dire en fait le travail que je fais aujourd'hui, c'est un travail pour toujours. C'est tout un travail en fait transitoire. Ceux qui veulent, la plupart en fait, ceux qui pensent en fait partir un jour, ils vont pas rester au Maroc, ils se projettent en fait dans un projet de migration, même si en fait ils sont pas prêts à le faire. Ce qui n'ouvre pas en fait ni à une stabilité ni à la mobilité sociale. Ils sont coincés dans leur classe sociale. C'est une des choses bon, qui est lié pour nous aussi à l'école. C'est-à-dire l'école vient renforcer en fait ces inégalités sociales, il vient assigner en fait ces personnes à leur niveau de classe sociale. En fait, ce qu'on va faire au Maroc, c'est que chaque année, quand il y a le bac, on a un des enfants des classes défavorisées, notamment dans le milieu rural, qui va avoir un bac 19,99. On va l'afficher au niveau national comme étant en fait la réussite de l'école publique, ce qui est en fait une énorme post-contexte, en fait, en termes de l'échec en fait, de l'école publique, à remettre en cause les inégalités sociales qui existent à l'extérieur. Et quand, en fait, on finit, en fait, ce sont les enfants issus des écoles privées, en grande partie, qui vont aller dans des grandes écoles. Et que les enfants issus de l'école publique, il y a une partie très minime qui va aller en fait dans ces écoles. Moi, je suis dans une fac de lettres. Voilà, on est envahi en fait par des jeunes, mais donc, qui sont complètement dans un déclassement social. Quand je vous dis en fait un déclassement social, c'est c'est-à-dire en fait rien. Là, on a, moi je dirige un centre ici, on a une stagiaire en fait. Il, quand il rentre et sort, il dit bonjour, rien du tout. Il y a ma collègue à côté de moi, il me dit, c'est pas des profs à la fac, il y a réellement un véritable problème de, de représentation de soi, en fait, de savoir-être qui l'a, en fait. Et on voit un peu le parcours, c'est-à-dire il y a une réussite parfois qui peut se faire au niveau professionnel, mais il y a un problème voilà, de, qui handicape, en fait, qui est structurel, qui vient de l'école, où on est en perdition des codes, etc. Mais chez jeunes, en fait, ce qu'on va remarquer essentiellement, c'est le sentiment d'invisibilité qui entrave l'ascension sociale. On est invisible. Personne ne nous voit. Et ce qui va expliquer même un certain nombre de phénomènes comme la sortie aussi de la génération Z récemment au sein de une forme de contestation qui est perçue aussi d'une manière, on existe, voyez-nous. C'est une manière de parler. En fait, comment le pouvoir politique va interpréter cette manière d'être perçu, d'être interprété, de parler de soi. Il y a l'exposition à la violence. Les jeunes sont exposés à la violence principalement dans leur espace quotidien. La violence, c'est pas une violence qui existe à l'extérieur et souvent en fait à l'intérieur de leur espace là où ils vivent. Mais cette exposition, selon qui va dépendre selon la fréquentation. En plus, vous fréquentez cet espace, en plus, là, il y a plus de violence. La majorité des violences se produisent dans le quartier, à 55%, les écoles à 41,4%. Alors, quand je dis les écoles, soit c'est des violences pratiquées par les enseignants, l'administration ou les groupes des pairs, qui en fait, ces espaces-là deviennent des espaces à risque. Donc, quand on va là-bas, il y a un risque en fait de violence. Les stades et les activités sportives représentent 23,3% des espaces où on peut être violenté. Les clubs, les cafés, en fait, plus on change d'espace, en plus en fait, on diminue les risques de violence. Les violences qui impliquent d'autres convictions religieuses ou politiques, ils sont pas, voilà, ils sont minoritaires en fait. Alors, nous mettons en évidence une corrélation entre le sentiment d'insécurité et l'intensité des violences dans différents espaces. La famille va jouer un rôle extrêmement important. Les jeunes, ils vont très peu parler parce que pour eux, c'est une violence légitime, notamment quand il est exercé par les parents. En fait, les parents ont le droit d'exercer cette violence sur nous. Et du coup, en fait, c'est ce qu'on appelle par la violence légitime, celle que l'État accorde à elle-même quand il pratique aussi sa violence sur les gens. Ce sentiment renforcé notamment par la circulation d'images d'agression sur les réseaux sociaux, en fait, où il suffit, par exemple, on voit par exemple la ville de Salé,
est considérée dans l'imaginaire marocain, au-delà des statistiques, comme étant la ville la plus dangereuse du Maroc. Parce qu'en fait, toutes les images qui circulent à travers les réseaux sociaux, c'est des images voilà, plutôt de Salé. Au point, en fait, quand vous dites à quelqu'un, je vais à Salé, il dit attention, parce que vous, Casablanca aussi, là, cette image, en fait. On voit par exemple les fonds de circulation de ces images. Il y a quelques jours, il y avait une image, une agression d'une touriste à Marrakech. Et comment en fait les autorités vont réagir tout de suite? En fait, c'est pas l'action elle-même qui les intéresse, c'est la circulation de l'image. Du coup, en fait, c'est le contrepoids contre cette circulation de l'image. En fait. C'est-à-dire, en fait, la violence n'est violence une fois elle est perçue et visible en public. À partir du moment où il est privatisé et il est enfermé, c'est pas une, voilà. On parle. Voilà. On parle autant de place. La violence semble relever principalement des dynamiques interactionnelles et contextuelles, en fait, comme expliquent les jeunes. En plus, en fait, ils sont en contact avec, dans leur quartier, en plus, ils sont violentés. Et il s'inscrit dans la vie quotidienne. C'est-à-dire, voilà, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, la plupart de cette violence, elle n'est pas extérieure, en fait, à l'école, mais plutôt, elle est à l'intérieur des écoles. Alors, je vais essayer d'y aller vite. C'est bon pour le moins de temps? Ok. Alors, les espaces des loisirs et de socialisation numérique, à mesure que le numérique prend une place importante au sein de la société dans la vie quotidienne, les espaces digitaux vont devenir aussi des espaces où il y a une forte violence ressentie par les jeunes. Où 87,9 des jeunes déclarent passer leur temps libre sur Internet. Ça, c'est extrêmement important. En fait, ils ont tous des téléphones portables, ils passent tous leur temps, en fait, sur le numérique. 84,4% ont accès à Internet, face seulement à 5,16 qui n'ont pas accès à Internet. En fait, le moins accès, en fait, très concrètement, qui vient des zones très urbaines où, voilà, c'est la condition de précarité ne leur permet pas, en fait, il y en a même ceux qui vont installer, qui vont utiliser le VPN pour accéder à des contenus euh, relativement restreints, notamment des sites pornographiques. Le Maroc, c'est le troisième pays, en fait, dans la région MENA à consulter les sites pornographiques. L'Arabie Saoudite, c'est le premier pays. Et du coup, voilà, voilà, c'est des espaces où ça circule un peu beaucoup de choses. 15,1% pour accéder, ont accès à des sites bloqués à l'école ou à la maison. C'est-à-dire, voilà, c'est ce qui nous intéressait ici, c'est de voir essentiellement l'usage des numériques qui est majoritairement orienté vers la communication et l'accès au contenu culturel d'information qui est aussi en partie interdit pour accéder au numérique. Euh, alors, l'engagement, en fait, on va questionner la question de l'engagement bénévole et les opportunités territoriales qui existent. En plus, on s'écarte du centre, c'est-à-dire en fait Casa, Rabat et tout. En plus, ces espaces de socialisation deviennent très restreints aussi. Les formes de volontariat ils vont varier, bien évidemment, selon les villes, parce que les opportunités de volontariat associatif à Rabat, Casa ou à Tanger, Tétouan, c'est pas, par exemple, dans une ville comme Hajj, par exemple. 60,4% des jeunes déclarent avoir participé à des activités bénévoles. 34,4 n'ont jamais été impliqués dans ces activités. Mais ce qui en fait va sortir en fait de ce discours, c'est pas le rejet de participer à ces activités bénévoles, mais c'est surtout en fait la non accès à ces activités bénévoles par rapport au territoire, qui est beaucoup signalé. Ça, en fait, sincèrement, on a fait des ateliers avec des jeunes. Moi, j'étais frappé par la conscience en fait de ces jeunes tout de suite. En fait, à peine on parle, ils passent pas, ils font pas un détour, en fait. Ils arrivent tout de suite, en fait, à mettre le sujet. Ils disent, bon, on aimerait bien participer, mais il n'y a rien ici chez nous. Et du coup, en fait, là, pour nous, participer dans une association, faire des choses, activités bénévoles et tout, c'est une manière d'échapper aux violences qui peuvent exister au sein du quartier. 52,4 des activités bénévoles sont réalisées essentiellement dans le milieu urbain. 13,1 concerne les zones rurales. Cette différence, bien évidemment, va s'expliquer par la concentration des associations, des ONG, des institutions dans l'espace urbain.
Et qu'en plus, on part dans les espaces ruraux, en fait, voilà, ils vont disparaître, ces milieux-là. Euh, les résultats de l'enquête montrent que les jeunes s'appliquent plus dans des activités religieuses à un pourcentage de 82,4%. En fait, tout ce qui est lié au religieux, ils vont participer beaucoup plus. Suivi des activités pour organiser des événements sportifs. En fait, on va voir qu'il y a une domination de deux activités. Le premier, en fait, c'est le religieux. Deux, c'est le sportif. Et le troisième, ce sont des événements culturels. Et encore une fois, quand je dis les événements culturels, en plus, on va vers le centre. En plus, on va voir des événements culturels beaucoup plus importants. Des festivals, des machins et tout. En plus, on va dans des zones périphériques. En fait, c'est le religieux qui va prendre beaucoup de place et par la suite, on peut le sportif. Et du coup, là, hein, c'est la moyenne en fait de toutes les régions. On n'a pas fait, on a des statistiques par région, mais là, on essaie de faire au niveau général. Alors, niveau politique, c'est assez intéressant. C'est que je vais commencer en fait par la majorité importante des gens, en fait 62,7 déclarent n'avoir jamais voté de leur vie en étant en l'âge de majorité de voter. Bon, je dis ça, sachant que j'ai bientôt 50 ans, j'ai voté une seule fois. Ah, je suis voilà. Et j'ai voté quand j'ai eu 18 ans, c'est mon père qui m'a obligé. Et parce qu'il avait donné sa parole aux personnes. Parce qu'à l'époque, on comptait le nombre des voix et du coup, on négociait avec le daron, le papa à la maison. Combien de voix et tout. On était des vaches, quoi. Et je pense que ça m'a dégoûté de l'expérience de vote et je suis même pas inscrit sur la liste électorale. Bon, je dis ça en public, je suis dommage, je sais pas ce que j'enseigne à mon fils, mais c'est comme ça. Alors, 6,1% des jeunes ont voté dans quelques élections et souvent, en fait, leur vote est lié essentiellement par rapport à une proximité à un des candidats. Et soit c'est un cousin, soit c'est un frère, soit c'est un voisin, etc., qui les a poussés à voter. Sinon, ils ne votent pas. Et 2,8% ont voté parce qu'ils sont impliqués réellement dans des activités en fait politiques, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à des partis et tout. Euh, il y a aussi une autre contradiction qui nous intéresse beaucoup dans cette confiance au sein des institutions, c'est on va voir que les jeunes, ils vont avoir tendance à avoir plus confiance à des institutions policières et on va appeler par des institutions de répression, militaires, police, etc. Après, le fait, en fait, ils vont les accuser d'être violents, mais en même temps, on va faire confiance à ça. C'est comme si, en fait, l'image de la violence, c'est elle qui est une image de référence pour eux. Et ils vont pas faire confiance aux institutions, par exemple, politiques, les partis, les organisations et tout. Ce qui nous ramène, en fait, à une contradiction assez intéressante à ce niveau-là. Alors, il s'agit d'une méfiance plus élevée envers les services publics, tout ce qui est administration, etc. Et on voit essentiellement, pour notre analyse, à la non-accessibilité à ces espaces. C'est-à-dire, en fait, les jeunes ne font aucune confiance, par exemple, à l'administration, les hôpitaux, etc. Parce qu'en fait, ils ont des expériences. Soit eux-mêmes, ils étaient confrontés à cette expérience et du coup, le vécu était très mal, ou un des membres de leur famille. Par contre, ce rapport traduit par une fragilisation du lien entre l'État et la jeunesse, qui explique aussi le non-vote, la non-confiance aux acteurs politiques, etc., révélatrice d'un sentiment de marginalisation et de non-reconnaissance. C'est un sentiment de méfiance. En fait, on ne rejette pas, mais on est très méfiant par rapport aux acteurs politiques essentiellement. Euh, alors, la spécificité spatiale et interprétation territoriale de la violence. Et là, c'est un point qui, à mon sens, est important parce que on n'est pas du tout dans le même discours une fois on change de région. C'est pour ça tout à l'heure, quand je dis au début, en fait, il y a des personnes radicalisées, il n'y a pas de radicalisation. C'est que chaque personne euh, inscrit sa propre radicalité dans un milieu bien précis, en fait. Donc, on ne peut pas comparer quelqu'un qui vient de Hajib et qui a connu la radicalisation de la même manière que quelqu'un qui vient pas moi, de Tétouan, de Tanger ou de Casa. C'est deux parcours très différents. Les formes de socialisation sont extrêmement différentes. Et du coup, les jeunes eux-mêmes, ils vont lier en fait leur propre rapport à la violence par rapport à leur appartenance et leur territoire. La perception de la violence va dépendre alors de cet ancrage territorial à des espaces familiers comme le quartier, la famille,
sont en fait, des espaces où la violence est présente, il y a un sentiment de sécurité selon selon l'échelle spatiale. Le, le, le quartier est considéré, en fait, et ça n'a rien à voir, mais en fait, on avait fait une enquête en 2016-2017 autour de la violence, le sentiment de la violence chez les jeunes, dans le milieu rural et le milieu urbain. Et j'étais un peu frappé de voir qu'en fait, l'enquête qu'on avait fait 10 ans, 8 ans avant, bah, en fait, les mêmes résultats, ils vont sortir après. C'est exactement les mêmes. C'est en fait le quartier, le quartier, en fait, quand ils disent le quartier, il est délimité dans leur imaginaire, en fait. Ils savent c'est où leur quartier. Et du coup, tout ce qui en fait va être forme de violence à l'intérieur de ce quartier, il va perdre de son sens. Mais il y a un sentiment de sécurité d'être dans le quartier. Il y a le sentiment de communauté en fait, d'être protégé par le groupe. Une fois on sort à l'extérieur de ce groupe, bah, le sentiment d'être dans l'insécurité, il est beaucoup plus important. Ça ne veut dire pas que ces personnes subissent de la violence, mais c'est leur sentiment en fait. C'est un peu ben, on va le voir aujourd'hui dans la perception des motards, en fait. Ouais, et ceux qui ont ce qu'on appelle marque de moto, mais quoi? Non, pas Harley, la petite, là, tout le monde a la. Même pas, hein, c'est un moto chinois, en fait. J'ai oublié, en fait, comment ils appellent ça. Où tous les jeunes, en fait, ont cette moto. Ils ont exactement la même coiffure, même moto, etc. C'est un modèle social qui va circuler. Et du coup, on ne sait pas qui vient de où. Il y a une forme de Sania, voilà, j'ai trouvé. Tout le monde a Sania, en fait. Là, quand on monte sur une Sania, ben, on a une coupe de coiffure qui va avec Sania. Voilà, c'est vraiment, c'est rasé de par là, avec un peu le truc. Et c'est une attitude, la casquette à l'envers, on va fuir. Et du coup, il y a un certain préjugé envers ces jeunes. Et quand on a travaillé en 2016 avec des jeunes qui venaient des quartiers marginalisés de Meknès, quand ils montaient dans le bus, et c'était à la fois frappant, choquant, quand on a tombé sur des résultats, une des parties de leur échec scolaire ou leur départ de l'école, c'était lié à leur appartenance territoriale. Parce que quand ils montaient, par exemple, dans le bus, on disait, les enfants ou les mecs de quartier X, ils sont dans le bus. Et du coup, il y a cette représentation négative autour de ces jeunes. C'est des voleurs, c'est des machins et tout. Et quand ils manquent, en fait, tout le monde les regarde, tout le monde les surveille, en fait. Ils ont ce sentiment d'être surveillés en permanence par rapport aux autres. Parce qu'ils ont une manière, en fait, de s'habiller qui appartient à leur propre vérité. Alors, la violence dans les espaces de proximité, voilà, comme on a dit, les quartiers en fait voisines qui vont en fait, euh, engendrer plus de sentiments d'insécurité et de violence. Les espaces éducatifs et de loisirs aussi, où les jeunes ils vont être exposés à énormément de violence. Ce sentiment de sécurité reflète la familiarisation avec la violence et pas son absence, en fait. C'est tout de suite, en fait, on va parler de la violence, l'unf, et comment on le ressent. Et il est très présent, en fait, dans le discours des jeux. Soit, en fait, on le subit, soit on est préparé, soit on le pratique. Mais vous ne pouvez pas être neutre par rapport à la question de la violence. Vous ne pouvez pas être distant. Quand on inscrit le débat autour de religieux, bah, ça vous donne un peu ça. Alors, quand on donne la parole aux jeunes, en fait, ça, c'est pas nous, en fait, c'est les paroles de jeunes. Donner la parole aux jeunes, en fait, il va donner ça. Quand on leur pose la question, mais qu'est-ce qu'on fait devant la prévention, la prévention devant la radicalisation? Qu'est-ce que vous proposez? En fait, ben, ils proposent eux-mêmes trois choses. En fait. Ils disent l'éducation religieuse. 87,7% des jeunes pensent que l'éducation religieuse peut limiter les risques d'extrémisme violent. Et ce qui est intéressant, c'est le terme risque. C'est-à-dire, en fait, il y a une véritable conscience. En fait. On est dans des sociétés à risque. Et quand on dit risque, en fait, il n'est pas lié aux religieux. Il est lié aux politiques. Aujourd'hui, on voit la montée de l'extrémisme politique en Europe. Il est lié à l'environnement. On voit un peu toutes les catastrophes naturelles liées à des pandémies. On l'a vu, en fait, en termes de Covid-19. Elle est liée au risque des guerres. Il y avait une guerre en Iran, Israël, machin et tout, mais on paye le prix. C'est-à-dire, on est réellement face à une société de risque. Ce qui fait que les jeunes, ils vont mettre un terme qui est extrêmement important, ce qui va faire la différence aujourd'hui entre une société et une autre, comment cette société est préparée à gérer la question de risque, en fait, qu'il a en permanence, en fait. C'est-à-dire, on ne peut pas compter sur les fonds de solidarité, par exemple, pour les Marocains
expliquent ou expriment lors des grands tremblements de terre, etc., c'est très bien. Mais en fait, ce type de risque qui n'est pas occasionnel aujourd'hui, il est structurant. Et comment on va faire face en fait à ça? Et ça, c'est assez intéressant de comprendre comment ces jeunes ont qualifié ce vent de apolitique, pas intéressés à la politique, bah, c'est eux-mêmes qui parlent en fait de la question de risque. C'est khatar. C'est comme ça qu'ils l'appellent en fait. C'est action publique et équité. En fait, ils considèrent que le sentiment que les politiques publiques est une distribution, l'absence d'une distribution inéquitable en fait des ressources va jouer un rôle extrêmement important. Et ça, en fait, au début, quand vous travaillez dans une ville comme Hajib, et vous allez à Casa, là, tout de suite, vous comprenez en fait que le discours est très différent. Parce que celui de Hajib, il a ce sentiment d'appartenir à un territoire collectivement qui vit dans la privation. Quand vous allez à Casa, ce sont des individus en fait qui ont l'impression d'être dans la privation. Parce que à côté d'un chariot tiré par un âne, vous avez en fait une Ferrari qui coûte 3 millions de dirhams. Ou les deux au stop. Ils attendent le feu vert. Et du coup, en fait, le sentiment de privation, il est au quotidien, il est individuel, il n'est pas collectif. Vous le vivez au quotidien, vous-même, en fait. Et du coup, le sentiment de la violence, il est là par rapport à la vie. C'est-à-dire, en fait, il faut arracher, en fait, chaque jour, votre morceau de pain, comme il dit Starkhoff. Il faut l'arracher au quotidien. Ça, c'est, en fait, le terme, je l'adore, en fait, c'est de trouver. En fait, chaque matin, vous se levez pour trouver. Et c'est un sentiment qui est extrêmement puissant parce qu'il va user en fait d'une forme de user en fait les personnes et qui va aussi donner un sentiment d'être violenté au quotidien. C'est pour ça en fait on va même le remarquer les formes de violence qui va exister entre les migrants en fait noirs, Gaza, etc. et entre la population. Et non, en fait c'est la précarité en fait qui se bagarre avec une forme de précarité. En fait, les territoires deviennent des zones de conflit, d'appropriation, où la violence de privation, il est là au quotidien, ressenti par tout le monde. Il y a juste en fait une forme de stratification et d'hierarchie. Il va se, il va se, voilà, s'installer en fait entre ces personnes. Et il y a une régulation en fait. Les jeunes, ils vont aussi évoquer la régulation des médias et des outils numériques. Où une bonne partie, 62,4, pense que le contrôle des médias sociaux peut contribuer à réduire la radicalisation. Maintenant, en fait, la question qui se pose, comment on peut contrôler les médias sociaux, sachant que les médias sociaux aujourd'hui, ils sont beaucoup plus présents et efficaces que les médias traditionnels. Voilà. Ça- exactement. Et du coup, comment faire en fait. Mais ils sont conscients, en fait. Ils sont très, très conscients. Je pense que euh, il y avait un événement récemment où il y avait une violence, un retour de violence de la part des gens sur les réseaux sociaux. Donc, je suis vu ça en fait sur Instagram, sur ce qu'ils appellent les chiens. En fait, c'est les barbus, les prédateurs en fait religieux dans des réseaux sociaux et tout, et où on les attaque, on les tétille par rapport à un certain nombre des thématiques et des problématiques parce qu'ils n'ont pas pris position par rapport à ça. Bon, pour conclure, en fait, l'approche sociale de la radicalisation chez les jeunes ne donne en fait quatre éléments. Une préoccupation sociale, c'est-à-dire en fait on voit que 74% des jeunes considèrent que la radicalisation est comme un phénomène préoccupant, c'est-à-dire en fait ils sont conscients de la question de la radicalisation. Les rôles des espaces de proximité ils sont extrêmement présents pour eux comme un discours, c'est-à-dire en fait l'absence des structures associatives, l'absence des structures de divertissement, l'absence d'espaces de divertissement, c'est des facteurs en fait qui ramènent vers la radicalisation parce que les gens se retrouvent devant une violence à gérer au quotidien. Et enfin, une confiance envers les institutions. Voilà, le niveau de confiance est extrêmement faible, qui va expliquer aussi le taux de participation au sein des élections et des partis aussi politiques. Bon, après, c'est pas une spécificité locale, hein, ça on va trouver un peu partout. Parce que, en fin de compte, maintenant, on se ressemble. Parce que avant, c'est ce qu'on appelle en fait la démocratie occidentale, c'était un modèle de toute une génération, y compris la mienne. Vous voyez en fait dans l'Occident un très bon modèle économique, un très bon modèle politique, etc. Mais avec tout ce qui s'est passé dans le monde, en fait, aujourd'hui, on a vu comment l'Occident, en fait, a un double regard par rapport au même conflit. Et on a perdu petit à petit. En fait, moi, je me souviens, j'étais encore jeune dans les années 90, là,
la monarchie espagnole est un bon modèle pour une réforme institutionnelle au Maroc, parce que c'était le modèle qu'on doit suivre. Là, on a découvert par la suite que la monarchie espagnole était très corrompue et que c'est pas ça qu'on veut. Ce qui fait que petit à petit, on commence en fait, le modèle n'est plus europocentrique aujourd'hui. Et qu'on a vu que les seuls modèles qui peuvent exister émergent de terrain et on le voit dans le discours des jeunes. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en aucun moment ces jeunes avec lesquels on a travaillé évoquent l'Europe comme un modèle. L'Europe, l'Europe ou l'Occident, j'ai un comme un modèle. C'était frappant. Pour ma génération, c'était un modèle. Aujourd'hui, l'Occident n'est pas un modèle. Il est hypocrite, il est traité de tous les noms, sauf modèle. Modèle. Voilà, voilà, sauf modèle en fait. Et du coup, c'est assez intéressant de voir un peu ce changement de registre et de repère en fait, en termes des jeunes. Je pense qu'en fait, ce qui va aussi accentuer en fait ce sentiment, c'était la guerre de Gaza. En fait, il y a un sentiment d'injustice et de violence qui a été extrêmement violent en fait, ressenti par ces jeunes. Les gens ont fait rien pour ces gens-là et il y a voilà, il y a un rejet en fait de ce discours. Alors la dernière pour s'arrêter en fait, c'est la question de confiance est un élément clé pour comprendre un peu trois choses qui est l'engagement et la distance et la défiance politique en fait des jeunes et qui considèrent en fait que la radicalisation est un produit et pas une conséquence. Voilà, pour finir, en fait, c'est un produit des politiques publiques, en fait, et pas la conséquence. C'est-à-dire, on l'a produit avec différents processus de privation économique, privation territoriale, échec de l'éducation, la non-ouverture de l'espace public pour le débat, le non-accès des jeunes à l'absence de la différence, l'absence de, voilà. Et du coup, en fait, c'est plus un produit que la conséquence. Or, l'État, quand il traite, en fait, la question de radicalisme, il la traite comme la conséquence d'une forme de déviance. Or, pour les jeunes, c'est le produit de l'échec des différentes politiques de l'État dans les différents secteurs. Merci. Merci beaucoup, beaucoup pour cet exposé précis. Alors évidemment, c'est une enquête de terrain et très, très pointue. Ça a permis de remettre la question de la radicalisation dans son contexte, de la définir, de la décrypter, de remettre en question et d'interroger certains a priori aussi. Quand on parle de radicalisation, en général, on est tout sauf précis et on est surtout dans le fantasme et dans l'appréhension. Retenons du coup plutôt qu'il s'agit d'un processus, c'est ce que je retiens, d'une trajectoire, d'un parcours. Et c'est là que c'est intéressant d'avoir examiné la dynamique. Il s'agit d'un phénomène multicausal aux définitions multiples et complexes et variables. Son lien avec la production de la violence physique, mais aussi psychologique dans la société de manière générale, et celle de la norme aussi. Son lien évidemment avec les réalités sociales et économiques, mais plus que les réalités, c'est les perceptions de ces réalités, les ressentis, le rapport à soi, à l'autre, à la société et le sentiment d'isolement aussi. C'est vraiment des choses qui étaient très intéressantes et l'enquête était voilà, très éloquente sur ces questions, d'où le lien avec d'autres phénomènes de la marginalité. Et je t'invite déjà à nous présenter à d'autres occasions les autres travaux que tu as pu faire sur d'autres phénomènes de contestation. L'importance, évidemment, des nouvelles technologies, des réseaux sociaux et de l'effet peut-être déformant ou amplificateur que ça a. Tu as fait le lien avec les clubs de supporters de foot et la Gen Z. Et je crois que c'est important parce que ça nous a permis aussi de comprendre que c'était aussi une parole de cette jeunesse dont on dit qu'elle est apolitique, mais la défiance et la contestation est évidemment une forme d'expression politique. Et du coup, merci infiniment pour la partie parole aux jeunes, que j'appellerais même piste de recommandation, qui était vraiment très importante parce que là où on parle d'une jeunesse apolitique, eh ben, c'était vraiment euh, très politique et très pointu, et à mon avis, à entendre avec beaucoup d'attention. Euh, un temps de débat, si vous le souhaitez, en ligne aussi. Donc, on relayera les questions en ligne pour ceux qui le souhaitent, ou un temps de réaction. Il y a quelques questions en ligne, je les relayerai après celles de la salle. J'en ai moi aussi.
Tout d'abord, je vous remercie pour cette conférence très intéressante et en fait ouvre notre appétit, savoir davantage un peu en termes de comparaison avec ces conclusions et les conclusions qui ont été menées dans d'autres pays du bassin méditerranéen. Donc moi, je vais m'arrêter simplement sur une petite anecdote qui m'a particulièrement interpellé, et notamment ce programme d'échange entre des étudiants italiens, français et marocains. Et le fait que les étudiants marocains ils étaient très embarrassés devant la réponse que les étudiants italiens ont dit nous sommes athées ou même agnostiques. Et je pense que les étudiants marocains ne sont pas confrontés devant cette réalité, vu qu'ils vivent tout le temps dans une société majoritairement musulmane. Et du coup, ça pose la question de l'altérité de l'autre. Et justement, comme ils sont dans un programme d'échange, du coup, ils font des études comparées. Ça aussi, ça m'a interpellé. Comment vous voulez étudier une autre religion, des textes bibliques, des textes de la Torah, et toujours à travers le texte en arabe, à travers les savants arabes, et ne pas aller vraiment à la source. Et la phrase que vous avez utilisée, l'autre, il devient une narration historique. Ça aussi, ça m'a vraiment interpellé. Et du coup, ces étudiants, ils sont vraiment dans le soi, ils sont justement dans leur perception, dans la vraie religion. Et, et comment, vous, en tant que sociologue, comment vous interprétez cette réalité et, et ce regard un petit peu, si j'ose dire, ethnocentrisme un peu par rapport religieux, qui a l'exclusivité, voilà, j'ai la vraie religion, les autres ils sont déviants, j'ai pas besoin d'aller chercher dans d'autres domaines, vu que dans le Coran, il y a tout. Comment on va mettre un peu cette perception de la religion avec votre enquête, avec cette question de radicalisation? Merci. C'est un autre exposé alors. Ouais, je vais très. En fait, ce que vous avez dit, c'est parce que, par exemple, le terme agnostique, il n'a pas de traduction en arabe. Bah, c'est pas, en fait, l'agnostique, c'est pas la adri. En fait, c'est beaucoup, voilà, agnostique, c'est plus que ça, parce que la adri, ça veut dire je ne sais pas. En fait, pour moi, agnostique, c'est que vous croyez à quelque chose. En fait, vous croyez à une puissance qui existe, mais que vous ne nommez pas, en fait, exactement. C'est la adri, c'est ce qui fait que vous êtes, c'est réellement une attitude qui, ce qui est vrai, en fait, parce que nous, au début, on rigolait, mais on disait, mais comment on peut comprendre, en fait, tout ça? Il y a un point d'entrée qui est intéressant. C'est que, ce que disait, je sais pas, le Marocain a perdu la figure de l'altérité. C'était le juif. Le départ de juifs du Maroc post-période coloniale, ça a été le plus gros traumatisme historique du Maroc. Le juif, c'était l'autre différent. C'était l'autre qui est proche de nous, mais qui a une pratique religieuse très différente. C'est-à-dire, par exemple, moi, quand je m'assois avec mon père ou ma mère, Rahma, qui est décédée, où il habitait, en fait, il me semble, entre juifs, parce qu'ils étaient pauvres aussi, certains, pas tous, on se des riches, les pauvres et tout. Et les pauvres habitaient entre eux, faisaient communauté, en fait. C'était pas une communauté religieuse, c'était une communauté économique. Ils partageaient des maisons de la Médina et chaque famille prenait une chambre. Et du coup, en fait, mon père, qui est assez âgé aujourd'hui, il va me raconter le Ishaq, machin, plein de personnages comme ça. Il nous appelait, on se foutait de sa gueule parce que le samedi, il arrivait, il ne pouvait plus allumer la lumière, on lui met le bougie, les machins. Il dit, mais gars, tu dois arrêter tes conneries, c'est quoi cette histoire-là? Et du coup, en fait, on rencontrait l'autre à travers sa pratique religieuse, en fait. Cette figure de juif, quand il a disparu, on est resté entre soi. Et cet entre-soi s'est transformé à un moment donné entre des catégories arabes et berbères. Même les Noirs, on les a oubliés, parce qu'ils sont un peu loin. En fait, les Noirs marocains, on s'est rendu compte que les Marocains sont aussi noirs. Une fois, en fait, la fin des années 90, une bonne partie des Nigérians, en fait, ils sont arrivés au Maroc pour transiter vers l'Europe. Moi, je me souviens de ça parce qu'ils arrivaient vers le nord et ils s'installaient, il ne restait pas beaucoup. Ils se sont rejoints au phénomène des Harragas, qui avait déjà démarré à ce moment-là pour l'Espagne.
Et c'est là on s'est rendu compte qu'il y a des Noirs. Mais ce n'étaient pas des Noirs de chez nous. Voilà. Sauf que c'était une figure d'altérité temporaire. Ils venaient, partaient. En plus, c'était des chrétiens. C'est-à-dire, le moment où les musulmans commençaient à arriver, des Maliens, des Sénégalais, on les voyait dans les mosquées et tout, parce que c'est à part Fès, en fait, le reste du Maroc n'avait pas de contact avec ce type d'altérité. Fès a gardé, en fait, cette altérité avec l'autre à travers la Tijania qui faisait circuler. Ce qui fait qu'on a perdu le point de repère, l'autre différent. Et ça, historiquement, en fait, a un prix. Je veux dire. Deuxième forme d'altérité que j'appelle moi l'altérité linguistique a été liée à l'arabisation. C'est-à-dire, je ne suis pas contre l'arabisation, mais c'est juste en fait l'arabisation avec en conséquence en fait de tourner le dos aux autres langues, notamment le français, l'espagnol aussi dans le Nord, qui fait des langues aujourd'hui. Moi, je suis un hispanophone, donc le français, je l'ai appris bien après. Et aujourd'hui, vous partez dans le Nord, il n'y a plus personne qui parle espagnol. Et moi, ma génération, en fait, à 18 ans, on allait à Ceuta, on parlait espagnol. Voilà, et petit à petit, en fait, le fait que les Marocains commençaient à tourner le dos en fait aux langues étrangères, le français, et par la suite, en fait, on a préféré l'anglais au français, mais c'est une langue qu'on n'en parle pas non plus. En fait, c'est pas qu'on sait maîtriser l'anglais, on veut le remplacer. Et du coup, c'est tous ces systèmes, en fait, par la langue, l'arabisation a fait qu'en fait, les Marocains ne lisent plus, en fait, d'autres langues. On n'a plus accès, en fait, aux livres français. Le livre français, par exemple, c'est un des livres qui se vend le moins. Pourtant, en fait, cette partie, cette classe francophone, c'est l'élite du pays qui a un pouvoir d'achat assez important pour acheter des livres. Ce qui fait qu'on a cassé petit à petit, en fait, cette figure d'altérité. C'est resté en haut. Oui, je veux dire, c'est un niveau classe sociale très élevé, en fait, qui ont contact, circulation et tout. Mais tous ceux d'en bas, ils étaient exclus, en fait, de cette figure d'altérité. On est resté dans un entre-soi, entre nous. Et du coup, nous, on est les vrais. Et le reste, c'est une imitation. C'est tout. Bonsoir, merci beaucoup pour la restitution très, très enrichissante de cette enquête. Moi, ce qui m'interpelle, donc, comme tu l'as dit, c'est la parole de nos jeunes. Je trouvais ça très intéressant. Et je suis interpellée qu'ils ne parlent pas de l'autorité parentale, des parents, et de l'éducation par les parents et de l'éducation à l'école. Donc, Mais la violence faite, comme j'ai dit tout à l'heure, la violence faite par les parents est considérée comme une violence sacrée, acceptée socialement, parce que ça vient des parents. Il n'est pas discuté. Bien sûr, en fait, on ne généralise pas. L'école, c'est moins. C'est-à-dire, en fait, la violence de l'école, elle est remise en question. C'est très différent. Parce qu'en fait, quand vous dites là, je vous donne un exemple parce que j'aurais pu le faire maintenant. En fait, nous, on a fait un film d'animation. Il dure 3 minutes, qui raconte l'histoire d'un jeune qui joue en fait dans le quartier, qui aime la musique, qui regarde en fait aime Barça, qui regarde tous les matchs, il passe sa journée en fait à jouer d'or. Et un jour, il passe un peu de temps sur Internet. Et un jour, en fait, il voit monter un message en fait sur son écran. Et un message pour quelqu'un d'inconnu. Il lui dit salut, ça va, et il rentre avec lui, commence une discussion et tout. Il partage avec lui quelques images. Il voit qu'il passe du temps à regarder ces images. Ce sont des images des jeunes, en fait, combattants, écrits, Allahu Akbar et tout, qui représentent un peu les jeunes de Hamas. Et qui, en fait, lui, il voit ça. Petit à petit, on voit ce jeune, en fait, changer. Du coup, en fait, la guitare disparaît de sa chambre, les photos disparaissent de sa chambre. Et sa mère, en fait, quand il rentre dans la chambre, il voit ça, mais il n'arrive pas à détecter en fait, ce qui se passe. Son fils passe, et son fils, à chaque fois, sa mère rentre, il change d'écran. Euh, et un jour, en fait, il est en train d'écouter les infos et ils vont parler d'une cellule arrêtée par un peu la télé, une cellule arrêtée qui recrute en fait les enfants pour rejoindre en fait ça, etc. Ça, on l'a fait, on l'a monté. C'est en 3D. J'ai dépensé pas mal d'argent. Et on n'a jamais sorti comme ça. C'est que tous les gens qui ont travaillé sur ce projet-là, ils nous disent qu'on ne veut pas que notre nom soit associé à ce projet. Parce que pour eux, c'est ça l'islam.
C'est un jeune qui s'est juste un peu revenu, en fait, machin. Pour moi, en fait, c'était plus une expérience empirique que la dernière fois que je partageais. Je l'ai fait, je me suis rendu compte de le regarder. Et voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, en fait, un enfant qui fait sa prière et qui, je sais pas, en fait, la prière ne fait pas de nous, en fait, un radicalisé. Aujourd'hui, on sait très bien que, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est on peut passer, en fait, de la délinquance, le trafic de drogue, violence, physique et tout, à la radicalisation religieuse. On n'est plus, en fait, dans le phénomène de faïda, en fait, parce qu'on fallait passer de la relation religieuse. En fait, pour devenir membre de Faïda, et c'est tout un processus d'éducation, d'apprentissage, en fait, de leçon. Aujourd'hui, à Daesh, en fait, il a réussi à mettre en place un système de fast-food islamique. C'est-à-dire, en fait, le matin, en fait, vous faites partie vous êtes membre. C'est tout. Ça, il y a pas c'est l'action qui compte, en fait. C'est-à-dire, on va même vous demander si vous buvez, vous restez de l'alcool, si vous aimez les femmes, vous souffrez des relations hors mariage, vous gardez tout. C'est pas que la société détecte un peu les fonctions comme champignon. Pour chez les Caïbas, en fait, c'est un véritable processus de consommation, en fait, de voyage. Le voyage, c'est deux mouvements très différents. Mais en fait, c'est pas uniquement à travers ces mouvements-là. C'est-à-dire que qu'est-ce que la société, en fait, nous, ce qui nous intéressait, c'est comment les jeunes interprètent, en fait, la violence au sein de la société et comment ils peuvent légitimer une par rapport à l'autre. Quelqu'un qui a de la barre depuis le prix, en fait, par exemple, il y en a un Sarah qui a fait un bel entretien avec un magnifique entretien avec un des djihadistes qui participe en Syrie, il a fait de la prison et tout, qui fait sa thèse là-dessus sur les bons de retour. Et lui, en fait, il raconte et il dit, ben, moi, je n'étais pas comme ça, quand je suis devenu parmi ma prière, en fait, tout le monde me respectait dans le quartier. Il réglait tous les conflits dans le quartier entre les gens. Et il était respecté pour justement ce statut qu'il a acquis par la prière, la grâce ici, dans des et mais le jour où, en fait, le jour où il a eu l'engagement en fait, de partir chez Daesh, en fait, tout le quartier s'est retourné. C'est-à-dire à quel moment, en fait, on n'est plus accepté et rejeté, en fait, socialement. Je veux dire, c'est très compliqué, très difficile de détecter, en fait, le sens de radicalisme chez les jeunes, à part chez le discours, sachant que les jeunes n'en parlent pas. Moi, j'ai un enfant de 15 ans, je passe mon temps à parler avec lui. C'est parce qu'en fait, à un moment donné, j'étais très inquiet parce qu'à chaque fois, il revenait pas. C'est peu de chance. Et quand il revenait de l'école, en fait, à chaque fois, on avait un sujet ensemble. Il partait de deux principes. Il disait, oui, mais ça, c'est haram. Et à un moment donné, ça commence à me déranger. Est-ce que tu sais que dans l'islam, il y a une phrase, en fait, l'origine des choses, c'est la licité, en fait. Tout est licite à part ceux qui ne sont pas, en fait, par un texte, par un truc très clair, en fait, illicite. Donc, je discute avec lui, c'est-à-dire, en fait, le genre, chanter aux toilettes, c'est haram. Ça, mais on m'a dit ça à l'école. Et du coup, en fait, je me suis retrouvé à lutter, pas contre mon fils, c'est lutter contre une structure, parce que ses copains à l'école, ils ne l'ont pas ramené de nulle part. Ils l'ont ramené aussi de la maison. Donc, je me dis, et du coup, exactement. Ce qui fait qu'il y a une circulation qui ont fait des idées comme ça qui circulent et tout. Et ben, moi, j'ai le privilège d'en parler avec mon fils et tout. Et mais il y en a beaucoup de parents, en fait, qui n'ont pas en parler. Et tout. Parce que moi-même, en fait, j'ai pris conscience par rapport. Moi, j'ai toujours parlé de la drogue. Mais le moment où j'ai commencé à travailler sur le radicalisme avec mes doctorants, j'ai découvert ça, je me suis dit, ben, il faut que je pas. J'ai un frère qui est prof de théologie à la fac. Par contre, il y a des choses qui me dépassent, ben, je l'appelle, je lui dis que je parle avec lui. Il va m'expliquer ça, ça, c'est tout. Moi, j'ai ce privilège, en fait. Mais combien de familles ont ce privilège d'avoir cette connaissance? Et c'est ça, en fait, où le rôle des médias, quand les jeunes disent, en fait, bah, les médias ont un rôle, ils ont réellement un rôle, en fait. Parce que moi, je suis dans une situation de privilégié, ce n'est pas le cas de tout. Et du coup, c'est pas non plus mon rôle, moi je fais auprès des associations, mais c'est le rôle de l'État aussi, des institutions de l'école, etc., d'ouvrir un peu cette perspective. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, dans ce genre, en fait,
quelles sont les frontières, en fait? Ce que j'appelle, moi, par les frontières de la normalité. C'est-à-dire ce qui est normal à lui-même les frontières. Et à quel moment il se transforme. Ça, en fait. Mm. Bonsoir, Monsieur Mouna. Vraiment, merci beaucoup pour votre présentation réellement instructive, très intéressante, et qui a bon, le gage et le mérite vraiment de mêler le quantitatif au qualitatif, ce qui a été voilà, ce qui est toujours le propre des enquêtes que je trouve, à titre personnel, les plus intéressantes. Vous reprenez des concepts assez classiques, la déviance de Howard Baker, donc la question des outsiders. La déviance n'est pas une déviance en soi, elle est un étiquetage social. On est clairement là-dedans. Donc la question, c'est à quel moment est-ce que la norme devient déviance? Là, vous posez le sujet très clairement. Est-ce que c'est la fidélité à la nation dans le cas de la défection à l'étranger? Et vos travaux, en fait, me rappellent également un fait d'actualité que l'on devrait relever dans le débat public marocain, c'est les chiffres de l'Afrobaromètre. Ceux qui ont eu l'occasion de le voir par rapport à la confiance dans les institutions politiques. L'Afrobaromètre est sorti et en fait, il y a des chiffres enfin, vous vous êtes intéressé à la jeunesse et vous avez pris donc un échantillon, il me semble, entre 15 et 38 ans. C'est à peu près celui que détermine l'Afrobaromètre. Pour eux, c'était 18-35 ans. Mais les chiffres, là où ils sont les plus inquiétants, c'est pas chez les jeunes. C'est chez le deuxième âge, pour le coup. C'est pour vraiment on va dire, les plus intégrés, les plus intégrés dans les couches économiques. C'est eux qui ont le plus perdu confiance dans les institutions. Est-ce que c'est un cynisme qui va au-delà de l'idéalisme de jeunesse? Je ne sais pas. Pour le coup, et vous avez dit par vous-même que les phénomènes de radicalité, les phénomènes de confrontation idéologique ne sont pas nouveaux. Vous avez fait référence à l'assassinat de Benjelloun, à l'assassinat de Omar Benjelloun en 1975. Vous y avez fait clairement référence. Mais au-delà de ça, il y a également un phénomène durable de perte de confiance dans les institutions. Et là, on a l'impression, limite presque que les jeunes, par les engagements qui ont accompagné les printemps arabes et les autres mouvements sociaux, sont presque beaucoup plus confiants dans l'acte politique et dans l'action politique plutôt que la génération du deuxième âge, qui est celle de leurs parents, et qui est peut-être celle qui a le plus inoculé, pour le coup, cette défiance institutionnelle. Je ne sais pas comment vous le voyez de votre côté, mais ça a été mon ressenti, en tout cas personnel, que de celui d'autres. Hein. Sincèrement, j'avais fait en fait un entretien pour Jeune Afrique sur cette question-là. Et pour moi, c'est lié essentiellement à je dirais ma génération. Non. On est inscrit dans un réseau de corruption qui se fait essentiellement par la normalisation de, je dirais, de réseaux. C'est-à-dire, en fait, par exemple, moi, avant même de renouveler ma carte nationale, même pas ma carte d'identité, je vais passer un, deux coups de fil à des policiers que je connais parce que j'ai pas de temps en fait, à passer 2 heures au commissariat, à faire attendre, etc. Et cette génération fonctionne de cette manière. C'est-à-dire, en fait, toutes les démarches administratives qu'on va faire, on ne les fait pas comme des inconnus. En fait. Je pense qu'on a horreur d'être inconnu. Donc, on doit être reconnu. Et compris, en fait, dans des simples démarches administratives. C'est-à-dire, ne serait-ce qu'un acte de naissance, bah, je vais voir le cahier d'une personne par rapport, parce que, en fait, c'est un système en fait dans lequel on est inscrit depuis notre jeune âge en fait, et on s'est devenu une forme de conformisme par rapport à ça. La génération de votre génération est exclue en fait de ce réseau, et du coup en fait elle réclame de rétablir des nouveaux rapports. Et vous avez tout à fait le droit. Je pense que vous avez plus raison que nous. Vous êtes inscrit plus dans. C'est ce qu'on dit par exemple. On parlait hier avec quelqu'un. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, nous venons de l'extrême gauche et tout, vous voulez faire chuter le régime, le changement. Aujourd'hui, je suis une des personnes qui veut que tout continue parce que je suis le premier perdant si ça change. Mon salaire s'arrête et tout. Et ça, c'est normal en fait. C'est pas quelque chose de spécifique à nous. C'est en fait chaque génération dans une position de privilégié veut garder ses privilèges. En fait. Sauf que vous n'avez pas de privilèges aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, voilà, la précarité d'emploi, l'insécurité, etc. Et puis nous, on est là, rassurés. C'est ce que vous allez trouver en Europe. C'est pour ça que je dis tout à l'heure, il n'y a pas une exception. Enfin, en fait, aujourd'hui, par exemple, moi, j'étais en France récemment avec ma famille.
Et je vois, par exemple, comment les postes occupés aujourd'hui par les enfants, ils sont nettement inférieurs par rapport à leurs parents. Or, en fait, leurs parents, on met en fait la barre très haut par rapport à leurs parents. En fait, c'est comme la boucle, en fait, c'est une rechute, en fait. Quand vous trouvez, par exemple, deux profs universitaires, leur enfant devient un site ou en fait un acteur social. Bon, je comprends, en fait, c'est la volonté, c'est ce qu'il aime et tout. Mais sauf qu'en fait, ce sont les deux parents qui sont devenus principes. Ils sont originaires, un de parents métalliers et l'autre agricole. Et en fait, eux, ils ont fait en fait un saut de classe. Et leurs enfants, en fait, chut, parce qu'il y a, voilà, il y a quelque chose qui s'installe. Sauf la différence entre nous et eux, c'est eux, ils ont connu les Trente Glorieuses. Nous, on n'a rien connu. Nos parents, ils étaient pauvres. Ils sont restés pauvres. Bah, et nous, notre rêve, c'était de ne pas être pauvres. C'est tout. C'est un peu le schéma un peu. Nous, on a raté 30 ans, 40 ans, peut-être des années glorieuses. On ne les a jamais fait. Mais nous, on ne l'a pas vécu non plus, hein. Juste, voilà. On améliore des situations personnelles. C'est d'ailleurs Ben Kieran, quand il arrive au pouvoir, quand il a dit, qu'est-ce que vous avez fait comme réforme politique? Il a dit, ben, on a réformé nos situations. C'était le Premier ministre, hein, des PVD. Il a dit, bon, on a amélioré nos situations personnelles. C'est déjà pas mal. Et il avait raison quelque part, en fait. Les gens ont porté pour reçu, ceux qui ont renouvelé le mariage, ceux qui ont une deuxième femme, des villas, des machins. C'est comme ça. Il y a un opportunisme un peu dans notre démarche. Ce n'est pas notre démarche, à nous tous. Et votre génération n'est pas inscrite. Donc ça, vous partez. Oui, pardon. Ma question est en lien avec ce que vous avez raconté à propos de votre lien avec votre fils, quand il rapporte des propos qu'il a entendus en classe. Et je voulais savoir, alors c'est une question d'une Française qui ne connaît rien à la société marocaine, euh, quel est le rôle de l'enseignement religieux à l'école? Ou est-ce que cette phrase ne veut rien dire au Maroc? Je ne sais pas. Et vous choquez parce que mon fils, il est dans une école américaine. Mon fils, est dans une école américaine. D'accord? C'est encore plus choquant. Il n'y a aucun enseignement religieux. Il n'y a strictement rien. Et on a lutté pour que, en fait, les enfants, chacun envoie ses enfants là où il veut et que l'école soit neutre. J'étais parmi les gens qui résistaient, en fait, à l'introduction d'un enseignement religieux. Mhm. Daniel, je voudrais revenir sur la lecture. Ça fait 18 ans que je vais au ciel, parce qu'on a la chance d'aller au ciel au Maroc, le Salon international de l'édition et du livre, tous les ans. Il y a 18 ans, il y avait une toute petite partie de livres en arabe et essentiellement des livres en français, puis un peu en espagnol, etc. Maintenant, il y a trois quarts des livres qui sont en arabe. Il y a une halle entière gigantesque de livres en arabe, presque tous des livres de religion. C'est frappant quand même. Donc, qu'est-ce qu'on lit au Maroc? Qu'est-ce que les familles, qu'est-ce que les jeunes, qu'est-ce que les... Voilà. Alors, évidemment, on va voir Edmond El Mallet dans notre partie francophone, mais j'étais impressionné de cette évolution. Alors, je me réjouis qu'il y ait beaucoup plus de livres en arabe, c'est-à-dire que des gens lisent, mais en même temps, j'ai remarqué que 70% des livres, c'est des livres religieux. Ou de cuisine, mais quand même. Est-ce qu'il y a une demande aussi sociale? Oui, mais ils sont de quel genre? Alors, moi, je ne suis pas capable de Oui, savoir. c'est des livres, en fait. Il y a deux types de livres, en fait. Le livre religieux a toujours existé. En fait, la différence qui va exister aujourd'hui, c'est en termes de qualité. C'est-à-dire, et ça, c'est heureusement, en fait, une des bénéfices, je dirais, des médias sociaux, c'est justement ça. C'est qu'aujourd'hui, en fait, vous avez deux types de production. Moi, il y a dans les années 80, 70, 80 essentiellement, il y avait énormément de petits livres qui arrivaient de Moyen-Orient. Je me souviens particulièrement de ce livre, en fait, horrible, qui s'appelle, en fait, en arabe, Ihdar el-Hatif Ukhti Muslima. Attention, le téléphone, ma sœur musulmane, qui étaient en fait des livres qui introduisaient le wahhabisme au Maroc et qui expliquaient aux femmes que l'autre qui parle avec vous au téléphone, ça c'est les années 80, c'est pas 1880, 1980. Et qui expliquait en fait aux femmes que en fait celui qui parle de l'autre côté c'est le Satan.
C'est ça en personne, du coup. Et tu as Hijabuki, Sotratoki, donc ton foulard, c'est ta protection. Il n'y a que deux livres. C'est des petits livres comme ça qui se vendaient, en fait, je veux dire, hein, à l'époque, et tout par terre. Et c'est écrit par des charlatans un peu autour de la religion. Et après, en fait, il y avait tous les livres autour de l'islam politique, en fait, qui arrivaient de l'Égypte essentiellement, les frères musulmans. Aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que tous les prédateurs religieux en fait, qui appartiennent de ce plan-là, ils sont sur les réseaux sociaux. Il y en a très peu qui vont écrire, parce que l'écriture nécessite. Ce qui fait que les livres autour de religieux aujourd'hui, c'est les livres écrits par, bon, il y en a de tout, mais il y a aussi en fait des chercheurs qui travaillent sur des thématiques autour de la jurisprudence, autour de faire, autour du hadith, autour des hadiths, autour de l'interprétation du Coran, sur des débats religieux, etc. Ça, en fait, on en trouve de tout. On en trouve un peu de tout, c'est-à-dire en fait selon votre connaissance. Et le marché, il n'est pas essentiellement marocain. Le marché, il est plutôt moyen-orient. En fait, c'est eux qui ont plus de moyens à vendre. Maintenant, quand les moyens en fait, ils sont rentrés dans l'investissement religieux, ça a permis en fait de baisser les prix. Du coup, toute la classe sociale qui n'avait pas accès émotionnellement d'acheter un livre à 200, 180 dirhams, par exemple, de l'acheter à 80 ou 100 dirhams même, mais un gros livre. On est passé, en fait, moi je me souviens en 2014, en 2013, le salon du livre était encore à Casablanca. Le premier livre qui est vendu au salon du livre, c'était le Coran. Les Marocains, quand ils achètent le Coran, c'est pas forcément pour le lire, parce que chaque maison marocaine, il y a un Coran qui est déposé quelque part. C'est une sorte de protection. Quand le nouveau-né, on le met, en fait, on a un petit Coran, on met sur le coussin, etc. C'est un objet important qui circule au sein de la maison. Pas forcément pour la lecture. C'est pour la bénédiction. Il a plusieurs fonctions au sein de la société. Aujourd'hui, en fait, le Coran, il n'est pas le premier livre vendu quand on va, en fait, depuis le changement, par exemple, du salon du livre de Casa auparavant, ben, on a vu la clientèle qui arrive. La classe sociale a changé. La circulation du livre est très différente, en fait. Et la vente du livre est très différente. Ce qui fait que euh, oui, il y a un marché du livre en arabe. Beaucoup d'éditeurs, par exemple, moi, mon éditeur, La Croisée des Chemins, lui-même, il a passé à des livres en arabe, sachant qu'il publiait essentiellement en français. Il a passé en arabe parce que, en fait, c'est le marché et que des moyens orientaux demandent, en fait, des livres en arabe. Mais pas forcément des traductions, c'est pas des traductions, c'est plus des productions locales. Donc, voilà, où ça marche très, très bien, hein, sincèrement. Ça marche très bien. Je ne sais pas s'il y a encore une question, en tout cas, moi j'en ai une en ligne. Juste par rapport à la question du livre, je crois que c'est à inscrire là aussi dans un contexte international de la redéfinition de la place du livre de manière générale et de la lecture de manière générale à l'heure des réseaux sociaux et à l'heure où même les journalistes, on le disait tout à l'heure, ils écrivent plus dans des supports écrits, ils écrivent dans des médias online. Et donc, on a aussi une évolution du livre à la lumière de cette évolution, voilà, du support papier de manière générale. Et c'est vrai que moi, je travaille aussi dans ce domaine de l'édition et on a tendance maintenant à avoir du beau livre, qui est plutôt de la commande institutionnelle, qui fait vivre l'éditeur, du livre de coaching ou d'accompagnement, donc voilà, tout le côté accompagnement qui marche très très bien, du livre scolaire évidemment, qui garde sa place parce qu'à l'école on demande à ce qu'il y ait des livres, donc heureusement, et d'une certaine manière le livre scolaire sauve le livre aussi, et le livre, je veux dire, le livre de cuisine, le livre de divertissement, le livre assez accessible en termes de prix, mais ça je pense que c'est vrai un peu partout, et à ça s'ajoute la question de la langue. Évidemment, la question du marché en regard du public et de la langue du public. J'ai peut-être juste une dernière question, si personne n'en a une autre qui a été posée en ligne. C'est dans cette enquête de terrain, est-ce qu'il y a une réalité féminine de cette trajectoire de radicalisation? Est-ce qu'il y a une particularité féminine? Est-ce qu'il y a une réalité particulière de la femme? Ou est-ce que tout ce qui a été présenté, voilà, ça s'applique aux hommes comme aux femmes? Non, non, ça ne s'applique pas parce qu'en fait, c'est d'autres détails. Il y avait 54% de la participation en fait, des femmes dans l'enquête. Mais bon, moi, ce que j'ai présenté, en fait, c'est des résultats généraux. Mais en fait, bien sûr qu'on a en fait, une répartition par rapport aux femmes et aux hommes. Mais les trajectoires de radicalisation des femmes, c'est très différent de celui des hommes. Par exemple, en fait, chez les femmes, bon, ça va être en fait, par mariage, par
Euh, il y en a beaucoup, ça s'est plus montré en fait dans un travail très descriptif parce que c'est très compliqué de le montrer dans un travail quantitatif. Plutôt, en fait, ça se voit dans le processus qualitatif. Par exemple, Salah Azim qui travaille essentiellement sur la question féminine et qui a suivi un peu des femmes comme ça, ben, on va découvrir différents portraits. Par exemple, l'exclusion de l'école, l'enfermement à la maison et à un moment donné, la création d'un nouveau réseau, en fait, des femmes. Et c'est à travers ces femmes-là, ben, en fait, le processus de radicalisation, il va s'introduire. En fait, il se passe à l'intérieur du groupe des femmes. Et, ou bien à travers, en fait, une alliance, un mariage et tout ce qui fait que l'idée principale, c'est de montrer que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, les trajectoires de radicalisation sont pas similaires et qu'ils sont plutôt individuelles. C'est pareil, en fait, quand on va travailler sur la question de la déviance. La déviance, c'est pas un comportement collectif. On se met une réunion des malfaiteurs, on se dit, bah, tiens, on va transgresser telle règle. Ça fonctionne pas comme ça, parce qu'on fait telle règle qu'on va transgresser. Chez moi, c'est un besoin primordial. Chez vous, c'est pas une règle à transgresser. C'est même pas une question, en fait. Pour moi, boire de l'alcool, c'est une véritable transgression. Pour vous, boire de l'alcool, ça fait partie de l'habitude. Et voilà. Le contraire, c'est on fume un joint. Pour vous, c'est extrêmement, c'est un peu, c'est de la drogue et tout. Sauf que pour moi, ça fait partie de ma culture. C'est-à-dire, en fait, on n'est pas du tout dans la même notion de transgression. Et cette diversité de parcours, en fait, c'est ce qui, on a essayé de prendre un petit peu en considération pour montrer, en fait, il y a la radicalisation, c'est pas un terme, en fait, générique associé qui regroupe tout le monde et que ça, c'est des trajectoires extrêmement individuelles qui, parfois, en fait, on est un peu frappé de savoir que quelqu'un qui a un bac plus 5, qui est marié avec 12 enfants, etc., il peut tout quitter pour rejoindre Daesh. On comprend rien du tout. Moi, je en connais un personnellement. C'est un directeur d'école extrêmement réputé, en fait, dans ma ville. C'est un des meilleurs directeurs de l'école publique. Et à l'époque où l'école publique était encore l'école publique, son fils ingénieur, il quitte sa femme avec deux enfants, il laisse une lettre, il parle à Daesh, il mord là-bas, et son père, en fait, il est mort 2 ans après avec une dépression. Il n'a jamais compris, en fait, comment son fils, celui qui est parti en France, fait des études, etc., qui devient ingénieur, qui a une vie stable, qui a tout, il part chez Daesh. Et du coup, en fait, les explications, ce sont pas liées à la privation, c'est un des facteurs de radicalisation qu'on peut trouver autant chez les femmes que les garçons. Mais en fait, bien sûr qu'on va trouver beaucoup plus chez les garçons que les filles. Les filles, c'est plus en fait des relations de genre, en fait. C'est vraiment une oppression, une question d'enfermement, une nouvelle ouverture, un sens à la vie, en fait. Le moment, en fait, où il est contrôlé par le groupe, il sort pas. Et du coup, le seul moyen de sortir, ça devient en fait à travers ce groupe de personnes. Et le plus important, c'est le réseau. C'est juste ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, vous savez, au Maroc avant, j'arrête là-dessus, au Maroc avant, quand on avait des actes terroristes individuels, on appelait ça en fait les loups solitaires. Maintenant, en fait, on les appelait plus les loups solitaires parce qu'en fait, ça perd, en fait, la question de la radicalisation perd plus son sens, en fait. Et l'État doit donner, en fait, à cet acte toute son ampleur pour se montrer elle-même comme étant un très bon gérant et gestionnaire de la question de radicalisme. Aujourd'hui, on les appelle les, euh, les individus terroristes, en fait. Du coup, en fait, le terme terroriste, les individus terroristes, en fait. Or, en fait, le lot solitaire, ça fait, en fait, quelqu'un qui est errant. Et du coup, l'action elle-même, elle n'est pas expliquée. Enfin, c'est quelqu'un qui voulait partir, comme celui qui devait partir à Argana, qui a fait l'attentat d'Argana, disait qu'il a raté son projet d'immigration en Italie, en Espagne, etc., et par vengeance et tout. Sauf que pour l'État, c'est pas vendable, en fait, ce genre de récit. Il faut créer un nouveau narratif. Dans ce nouveau narratif, il y a une personne ou un groupe de personnes contre la société. Du coup, on est là pour vous protéger. Du coup, toute la narrative autour de radicalisme est en train de recréer à partir de récits médiatiques et politiques. Et le travail de chercheur, c'est justement, en fait, de faire un contre-récit, en fait. Mais parce que c'est ce contre-récit qui nous permet de comprendre, en fait, bah non, le radicalisme, c'est pas un groupe homogène. C'est beaucoup plus complexe que ça, en fait. C'est comme la question de l'engagement. Il faut s'engager pour un truc et être très différent sur d'autres. Merci beaucoup. Difficile de, difficile de conclure tant il y a eu de pistes qui ont été lancées et tant il y a voilà, de perspectives à approfondir. En tout cas, la conférence, comme d'habitude, sera disponible en ligne. On pourra la faire suivre et l'envoyer.
Merci beaucoup aux participants en ligne aussi, qui étaient une bonne vingtaine de connexions en ligne. Merci à eux pour leur présence et leur patience. Merci à vous. Bonne fin de soirée. Merci, Khalid. Alors, la prochaine, la présentation de l'ouvrage d'Éric Kermel et Rim Lgharari. La date est encore à définir, mais ça sera au mois de mai. Et une rencontre du cycle Regard islamo-chrétien sur Hajar le 14 mai.